Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur le canapé d'un monde de jeux avec un invité exceptionnel qui se cache derrière les coussins. Non, Cédric, tu peux venir dans le canapé. Bonjour Cédric. Bonjour. Au secours. Non, qui fait semblant d'avoir peur. J'ai été enlevé. On m'a emmené dans un chalet au milieu des montagnes. Nous sommes avec Cédric Littarjeux pour parler notamment, pour les joueurs qui regardent cette émission, de Don't Panic Game. Alors, je vous rassure tout de suite, on va pas parler que de Don't Panic Game. Avec Aline également. Bonjour Aline. Bonjour Martin, bonjour Cédric et bonjour tout le monde. Bonjour. Et surtout, pas de panique. Mon film préféré c'est Misery. Non, c'est une blague. On va avoir l'occasion. Dès que Cédric se sera caché, ne sera plus caché derrière ses oreillers, on va avoir l'occasion de parler de plein de choses. Cédric, et je te remercie d'être venu sur le canapé d'un monde de jeu. C'est un peu. J'ai été enlevé. Hein. Oui, c'est vrai que j'ai pas eu le choix. J'ai un peu de responsabilité. C'est un peu moi qui ai poussé aussi quand on s'est croisés quelques fois. Ouais. Je te dis, n'hésite pas à venir. T'as pas poussé bien dur. Hein. Je me suis dit non. Alors, si je lui dis non, c'est la fin. Quand même, je crois que t'es assez rare sur les médias. On ne voit pas beaucoup. On n'a pas eu souvent l'occasion, alors assez rare en tant qu'interviewé. Oui, c'est parce que je suis très demandé. Voilà, donc j'essaie de faire semblant de me rendre rare et inaccessible parce que ça augmente mon aura. Ça devrait aller. Ça devrait. Voilà, mon aura. On a plein de sujets à évoquer dans cette émission parce qu'on va parler de Don't Panic Game. Vous voyez qu'il y a quelques jeux que vous avez choisis avec Aline, que vous avez placés derrière moi, sur lesquels on aura l'occasion de revenir dans cette émission. Mais on va pas parler que de ça parce que dans ce format, Aline, je me sens chez moi. Dans ce format, on a beaucoup de plaisir à revenir sur l'histoire de l'éditeur et revenir aussi sur le parcours. Et en fait, ton parcours Don't Panic Game, c'est peut-être la page actuelle, mais il y a un vrai bouquin en fait. Il y a pas mal de pages à tourner et c'est ça qui est passionnant pour vous qui allez regarder cette émission, c'est qu'il y a plein de sujets sur lesquels on a envie de revenir. En tout cas, moi qui me touche, parce que forcément... Moi qui ai préparé ça, j'ai l'impression qu'il n'y a pas qu'une seule personne sur ce canapé. Toi, tu connaissais pas Cédric? Non. Ouais, donc non, t'as découvert à la préparation. Parce qu'on va parler de manga, on va parler d'organisation de spectacles, on va parler de cassettes vidéo, VHS. Ils savent plus ce que c'est. Hein. Il y a une première question que j'aime bien poser à nos invités sur le canapé. On a souvent des réponses qui sont assez différentes les unes des autres. C'est la question du métier que tu as fait avant. Alors là, ça va être un peu plus particulier que d'habitude parce que habituellement, on a des invités qui nous racontent des choses très surprenantes. On se rend compte que dans le monde du jeu de société, on a des gens qui viennent d'horizons complètement différents. Des informaticiens, des professeurs, ça c'est assez classique, mais on a des métiers assez différents les uns des autres. Et en fait, toi, tu me dis que tu as commencé directement par ces métiers atypiques créatifs à 19 ans? En fait, moi, quand on dit mon métier, c'est compliqué parce que je fais pas de métier, en fait. J'ai fait des trucs, j'ai pas de métier, je sais faire des choses, mais il n'y a pas... Alors si, non, c'est pas vrai. Quand je demande, j'explique aux gens, ils comprennent pas, et après je leur dis, non, mais en fait, je suis patron de bar, et ça, ils font, ah, c'est cool, t'es patron de bar, ça, c'est génial. Donc ça marche toujours. Donc, je vous le dis, alors patron de bar, c'est peut-être pas le meilleur métier du monde, mais par contre, ça rend super populaire. Votre métier. Il y a quelqu'un qui lit mon texte. C'est fou, c'est une nouvelle fonction. Qui sont incroyables. Ouais, c'est la technologie. Hein. Je savais pas que ça existait sur le téléphone. Il a lu l'image. Ouais. T'as vu? C'est dingue. J'ai entendu, surtout. Patron de bar, donc c'est la première. Donc, du coup, bientôt je serai remplacé par un écran. C'est ça que vous êtes en train de dire? C'est ça que... Alors, qu'est-ce que tu m'as mis là, Aline? Alors, moi j'ai mis. On ne touche pas à mon téléphone normalement. Ton sous-titre Instagram, entrepreneur des cultures de l'imaginaire. Je pense que c'est ton titre en fait. Ça résume. C'est difficile, mais bon, en fait, l'idée c'est que. Ça, c'est le titre actuel. J'ai quoi? C'est le titre actuel du coup là. Oui, mais faut résumer, tu vois, quand sur ton profil, etc. Donc, moi je sais jamais quoi mettre. Patron de bar, on m'a dit. Donc je montre le bar parce que là les gens se demandent mais de quoi on parle? Qu'est-ce que je suis en train de regarder comme émission? Donc dernier bar avant la fin du monde. J'ai fondé le dernier bar avant la fin du monde, qui est un bar situé à Paris et à Lille. D'accord, qui a maintenant pour celui de Paris 12 ans. Oui. Voilà, alors vous allez me dire, c'est un patron de bar, mais la particularité c'est que je ne bois pas d'alcool, il faut le savoir. Donc déjà, c'est une particularité où il n'y a pas beaucoup de patrons de bar qui l'ont. Et en vrai, j'ai fondé le dernier bar avant la fin du monde à une période entre guillemets transitoire de ma vie où je me suis dit, c'est bien, mais moi j'ai pas vraiment d'endroit où j'aime sortir. Je fais pas trop la fête, je bois pas trop d'alcool, etc. Donc j'aimerais bien avoir un lieu où je me sente à l'aise, où je me sente bien, où je suis dans un décor que j'aime, je peux regarder des trucs, faire des jeux, voir des gens que j'aime bien. Et j'ai conçu avec d'autres gens une espèce d'espace culturel. Et après je me suis dit, c'est bien gentil un espace culturel, mais à part demander des subventions, il n'y a pas vraiment de modèle.
Donc je me suis dit, s'il y a un endroit, qui a tout ça, les gens voudront rester, donc proposons-leur à manger et à boire. Et c'est comme ça que le dernier bar avant la fin du monde, en tout cas le concept est né. Donc ça, c'est pour retracer, parce que tu nous en as parlé, c'est pas du tout le début, comme tu l'as dit, c'était il y a une douzaine d'années. Comme j'ai parlé d'une époque transitoire, en fait, j'ai commencé, pourquoi entrepreneur? En vrai, j'ai commencé par cofonder un fanzine quand j'avais 16 ans. Vous imaginez donc que j'étais encore au lycée, je sais pas, voilà. Parce qu'à l'époque, alors j'avais toujours été un fan de beaucoup de choses, depuis que je suis tout jeune, mais j'ai été un joueur, je fais du jeu de rôle depuis que j'ai 11 ans, merci Didier et Méga, Didier Guizurix, des livres dont vous êtes le héros, des comics, des BD, etc. Mais ma particularité est de l'animation japonaise, Goldorak, Chevalier du Zodiac, mais quand j'ai eu 16 ans, je suis parti en vacances en Asie et j'ai découvert tous les pans d'animation japonaise qu'on ne voyait pas. Oui. Donc ce qu'on appelait les OAV, les trucs spéciaux pour le marché de la vidéo, les films, enfin tout ce qui n'était pas des séries. Et on va dire tout ce qui naissait autour de Akira et compagnie. Et je suis revenu et j'ai dit ah là là, c'est génial, mais comment je fais pour voir ces choses-là ici? Puis c'est pas connu, puis c'est pas accessible. Oui, en fait, tu fais partie de cette génération, dont on fait partie également, Aline, qui a découvert la télévision française, tous les animés, les Goldorak, ce genre de choses, mais sans avoir la culture accessible ici en France. Et la différence entre toi et d'autres, comme nous, c'est que tu as fait la démarche d'essayer d'amener ça en France. Effectivement, et en fait, dans ma génération, enfin dans notre génération, je suis un des rares qui connaissent l'animation japonaise et le manga, parce que même si tout le monde l'a vu à la télé, comme il n'y en avait pas, les autres sont passés à autre chose. Et moi, comme je suis borné et buté, j'ai fait non, il n'y a pas question. Et du coup, je me suis dit, comment on en parle? Donc, c'est là que j'ai fondé un fanzine qui s'appelle Animeland. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Animeland est encore publié aujourd'hui. Oui, je t'ai posé la question tout à l'heure, parce que moi, je ne passe plus trop dans la presse. On a un total de 240. Donc, Animeland a 32 ans aujourd'hui. Ce qui vous donnez 32, peut-être 33 cette année, parce que j'essaie de minimiser l'âge d'Animeland, parce que ça ne me rajeunit pas quand je donne l'âge, évidemment. Ouais. Donc voilà, donc c'était un fanzine. Imaginez un fanzine, on n'a pas d'ordinateur pour maqueter, on fait avec de la colle repositionnable. Ça, c'est le nom du fanzine à 16 ans? Non, pas. Si, à 16 ans, il s'appelait déjà Animeland? Ah, il a le numéro 1, il s'appelle Animeland. Ah oui. Alors celui-ci, vous le connaissez tous, forcément, vous l'avez vu en presse, vous vous êtes déplacé quand vous regardez. Alors le logo a changé depuis, par contre. Oui, mais ça, c'est le logo que moi j'ai connu en étant plus jeune. Ouais. C'est ceux que j'ai acheté, parce que moi, ça fait longtemps que je l'ai pu acheter, mais ça, c'est peut-être le problème de la presse aujourd'hui, c'est qu'on va moins dans les boutiques de presse, on regarde moins les étalages de magazines, ça a un peu été remplacé par les sites internet. Et aujourd'hui, on se renseigne parfois davantage sur les sites internet, mais ce rapport au papier, tu l'as gardé. Tu continues à le faire? On continue à le publier, c'est pas facile parce que ça baisse. Par contre, on l'a focalisé sur des sujets particuliers. Donc, par exemple, le numéro en cours, c'est sur Berserk. Donc c'est pas je vais chercher des infos sur un site, c'est vraiment Berserk, les interviews, etc. Le numéro précédent, c'est sur Akira. Et on a retrouvé, c'est un truc génial, le plan du studio où ils ont fait Akira. Où le réalisateur était assis, des trucs vraiment sympas. Donc on continue à faire tant bien que mal. Vous pourrez comprendre que je suis attaché un peu effectivement émotionnellement. Donc, c'est difficile. Même si c'est un contexte difficile, j'ai pas envie de le voir disparaître. Mais comment tu passes du petit magazine que tu fais à 16 ans par passion à un magazine qui est toujours vendu aujourd'hui? Il faut être sacrément entreprenant. Et écoute, moi mon truc dans la vie c'est c'est pas fait, j'ai envie de le faire, on y va. Alors en vrai, je savais pas ce que je faisais, je savais rien de ce que je faisais. Vous imaginez à 16 ans, voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est que le fanzine, on l'a créé, et puis on l'a auto-distribué dans les boutiques, des paquets. Alors oui, je suis passé sur une étape, mais en fait, quand je cherchais de l'animation japonaise en France, il y a d'autres gens qui étaient comme moi qui s'étaient rendus compte de ce qui existait, voilà. Et ces gens se retrouvaient devant une boutique, une librairie japonaise qui s'appelle Junko, qui existe encore, enfin un peu déménagée, à Paris, c'est la Pyramide, près d'Opéra. Et le samedi, les gens commençaient à s'agglutiner, essayaient d'avoir les rares mangas ou goodies qui arrivaient à quantité homéopathique à l'époque, voilà. Et là, j'ai rencontré des gens, etc., qui étaient... Alors, en vrai, ils avaient déjà commencé le projet quand je suis arrivé, mais je suis arrivé au moment du premier. Et puis, ça a marché, donc on a 500 exemplaires, vous vous rendez pas compte, 500 exemplaires.
distribué. Donc après, il y a eu 1000 exemplaires, et puis après, on a appris à faire le magazine mieux. C'était une association à l'époque. Hein. Et puis, de fil en aiguille, voilà. Alors moi, je suis devenu important, je suis devenu le président de l'asso, etc. Je sais pas pourquoi, mais parce que ça s'est fait comme ça, quoi. Et donc, j'ai jamais été rédacteur en chef du magazine, mais j'ai toujours été, on va dire, entre guillemets, producteur, ou en tout cas, ça m'a... T'as jamais été rédacteur en chef de ce magazine-là? Alors, techniquement, j'ai jamais été rédacteur en chef du magazine. T'as pas eu le titre, mais non. oui. Non, j'ai pas eu le titre, mais après, j'ai fait du boulot de... T'as été rédacteur en chef sur d'autres magazines? J'ai jamais eu le titre de rédacteur en chef, je crois. Pas officiellement, en tout cas. Pas officiellement. Mais non, j'ai toujours eu des rédacteurs en chef parce que une de mes... j'ai une capacité à rassembler le côté artistique et le côté production, en fait. Oui. J'ai un peu... Ça fait partie de mes... C'est assez dur d'être réalisateur et producteur, en fait. Et moi, j'ai une bonne vision artistique, artistique au sens large, hein, je ne sais pas dessiner, mais une bonne vision de direction artistique, de concept, de ce qui est bien, et j'arrive à avoir une bonne vision de comment le faire advenir, comment mettre les choses en place, etc. Oui, tu as le côté entrepreneur, tu arrives à faire les choses. Donc j'arrive à faire les choses, donc on l'a tiré, donc après c'était 2000 exemplaires, après c'était 10 000, après, alors il s'est passé un truc bizarre, c'est qu'on a eu un contrôle fiscal, parce qu'on avait de la TVA, et puis ils nous ont dit, ah ben oui, mais vous pouvez pas avoir cette activité en associatif, parce que c'est une activité commerciale dans la mesure où vous avez des concurrents. Alors nos concurrents, en l'occurrence, c'est des gens qui sont nés après nous, donc on les avait pas. Donc on s'est dit, comment on fait? Alors je me suis dit, on va se renseigner, comment est-ce qu'on fait une entreprise alors? Voilà, alors à l'époque, il n'y a pas internet, hein. Il y a tout juste un Minitel, mais c'est plus dur de trouver des trucs sur Minitel. Donc j'ai dû me renseigner, comprendre, aller à la bourse de commerce à Paris où on paye les gens pour vous expliquer comment on dépose une entreprise, voir comment on allait faire le capital, créer l'entreprise. Donc ça a été la première étape. Puis la deuxième étape, ça a été la distribution nationale, donc par les messageries, qu'il a fallu comprendre que, à un moment, on ne peut pas se auto-distribuer, donc comment on fait pour passer en distribution nationale, etc. Et voilà ce qui s'est passé, en fait, sur Animeland. Donc c'est là que l'entreprise a été créée, l'entreprise qui s'appelle Animeland, du coup? Elle s'appelait Anime Manga Press, mais oui, elle éditait Animeland, tout à fait. Voilà, et ça c'est... alors, dans la presse, j'ai fait d'autres trucs, hein, j'ai lancé quelques magazines, mais à l'époque, effectivement, j'ai rencontré Pierre Rosenthal et Didier Guizerix au Festival d'Annecy. Oui. Alors Pierre Rosenthal qui est un des des parrains, on va dire, du jeu de rôle en France. Ouais, Didier Guizerix qui est évidemment le créateur de Casus Belli, notamment. Et du coup, comme vous vous doutez, je lisais Casus Belli depuis un âge... T'es un peu joueur de jeu de rôle, si j'ai bien compris également. Oui, de tout. Je suis joueur de tout, mais beaucoup de jeux de rôle. Et effectivement, à un moment, comme les trucs japonais arrivaient, ils m'ont dit, c'est vrai que tu veux pas chroniquer dans le magazine les jeux d'inspiration japonaise, etc. Donc j'ai aussi écrit dans Casus Belli à l'époque. Alors c'était encore une génération d'avant, moi j'étais un jeune dans le jeu de rôle à l'époque. Et puis après j'ai créé des magazines, un sur les séries TV qui ont encore publié, un manga kids, enfin j'ai fait un peu de trucs comme ça, de manière éparse dans ma vie, parce que j'ai un amour de ce qui est du livre et du magazine qui date de quand j'ai commencé à lire. Du format papier en fait, toujours. Ouais, oui. Donc ça c'est déjà... j'utilise internet quand même, hein, j'ai évolué un peu. Hein, là il y a de quoi remplir une vie, mais effectivement rien que ça, sur le format papier, sur le magazine, sur... on a parlé du manga, mais sur les mangas, donc les mangas, les animés et sur le jeu de rôle, il y aurait déjà de quoi remplir une vie bien bâtie, mais c'est pas terminé du tout. Là, on a le logo il y a un site internet. Alors ça Atanime, c'est le label que j'ai créé en 2012. Oui. En fait, pour vous dire, donc, il faut que je reparte un peu en arrière, excusez-moi. Oui, je t'ai dit que j'avais besoin de ton aide. Donc, il y a beaucoup de branchements. Il y a donc Animeland, et puis Animeland, alors il faut que vous imaginiez, il n'y a pas internet. Pour voir des animations japonaises, il faut se faire envoyer une VHS, cassette VHS. Voilà, c'était avant les DVD, du Japon, d'accord? Soit enregistré à la télé, soit acheter une fortune. Et en plus, on peut pas l'avoir en Europe parce que leur système vidéo, c'est le NTSC. C'est pas le PAL-SECAM. Et nous, on est en PAL-SECAM. Ouais. Ils sont complètement différents. Donc, il faut des vidéocassettes et des transcodeurs, enfin des machines et des transcodeurs pour les transcoder qui coûtent très cher, etc. Bon, enfin, c'est vraiment très dur de se procurer. Donc,
la question s'est dit, bon, on parle de choses dans Animeland, donc comment faire pour que les gens ils ont accès? Parce que c'est bien de leur dire ça c'est bien et de leur expliquer pourquoi, mais s'ils peuvent pas le voir, c'est compliqué. Alors il y avait les conventions, à l'époque il y avait les premières conventions, d'ailleurs la plus belle que j'ai organisée c'était en 94, et c'était avec Hicham. C'était les rencontres de l'imaginaire, on l'a fait qu'une fois au lycée Camille à Paris, c'était la première fois qu'on avait l'animation japonaise, le jeu de rôle, le jeu de société, Magic, on avait tout dans le même environnement. Ouais. Alors, Hicham, c'est aujourd'hui le patron de Studio H. Oui, tout à fait. Autrefois de Matago, avec Arnaud Charpentier. Ouais. Je vous cite les prénoms parce qu'en fait, ces personnes, vous avez l'occasion maintenant, quand vous regardez régulièrement la chaîne, d'en entendre parler. Ce sont des fondateurs du jeu de société moderne. Et Hicham, on l'a pas encore eu sur le canapé. C'est un des prochains achievements. Hicham, j'ai été ici avant toi. Je lui dis à chaque fois, il me dit oui, je vais réfléchir, on va voir. Ça fait partie des gens que j'ai envie d'avoir aussi sur le canapé un jour. En tout cas, il a commencé tout aussi jeune que moi. Et à l'époque, on a organisé des trucs comme ça, des histoires comme ça ensemble. C'est lui. Il viendra, il vous racontera l'histoire. Oui. Voilà, exactement. Et il a un rapport à la presse aussi qui est important. Mais on voit il a bossé avec moi sur pas mal de magazines et qui gérait avant de passer à plein temps sur le jeu. Voilà. Mais il y a plusieurs branches dans le jeu de société. On a vraiment cette branche qui vient de la presse, du jeu de rôle, dans lequel il y a tous des univers imaginaires qui se sont construits. Et puis il y a des branches peut-être plus modernes aussi, avec des entrepreneurs. Avec l'informatique aussi. Ou de l'informatique peut-être, oui. Ouais. Vous commencez à les connaître, vous qui regardez régulièrement les canapés. Vous commencez à mettre des visages sur les noms qu'on évoque très régulièrement. Voilà. Moi c'est Cédric. Bonjour tout le monde. et donc j'essaie de comprendre comment. Et alors j'ai remonté de fil en aiguille, j'ai compris qu'il y avait un marché des droits, le MIP à Cannes, en gros j'ai négocié des premiers droits pour faire des VHS. Donc VHS toujours l'ancêtre du DVD, mais pourquoi des VHS? C'est parce qu'à l'époque, ce qu'on voulait montrer, il n'y a pas une chaîne de télé qui allait le montrer. Et d'ailleurs les VHS, il n'y a pas une Fnac ou un Virgin à l'époque qui les vendait, parce qu'ils pensaient que l'animation japonaise c'était nul. Moi la première fois que je suis allé à Annecy, je parlais d'animation japonaise, les gens ils arrêtaient de me parler. Parce que pour eux, c'était pas de l'animation. Annecy, c'est le festival c'est le plus grand festival d'animation animé du monde. Donc très très important. Il y a beaucoup de créations, beaucoup de courts-métrages notamment qui sont diffusés. Et c'est très pointu en général. Il y a vraiment un côté avant-première, art et essai aussi également. Il y a beaucoup ça, mais c'est beaucoup élargi avec l'essor de l'animation ces dernières années. Et à l'époque, ils ne voulaient pas vraiment entendre parler de choses japonaises parce que c'est le côté français. Oui. Voilà. Et bon, faut savoir que quand j'ai commencé, on est dans les années 90, l'image de l'animation japonaise est terrible. Donc, bref, on arrive à faire des VHS. Alors, le premier, donc, c'était le label Kazé. La première VHS qu'on a sortie sous le label Kazé, à l'époque, en 94, à l'époque des rencontres de l'imaginaire, c'était les Chroniques de la guerre de Lodos. Les Chroniques de la guerre de Lodos, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en résumé l'adaptation d'une partie de Donjons et Dragons en 13 épisodes d'OAV, donc destinés à la vidéo. Voilà, et les Chroniques de la guerre de Lodos, ça a bien marché, et ça nous a permis de continuer Kazé. Donc alors j'ai fait Kazé, on a fait des VHS, ensuite on distribuait à la télé, ensuite est arrivé l'ère du DVD, donc on a fait des DVD, et on a toujours une politique, surtout à partir du DVD, de faire des packaging qualitatifs. En partie parce que les gens pensaient que c'était pas terrible ce qu'on sait, l'animation japonaise c'était nul, mais sans savoir ce que c'était, mais quand on leur mettait entre les mains un truc qualitatif, ils avaient plus de mal à tenir les arguments. Je pense que le plus beau qu'on a fait à l'époque, c'est le Tombeau des Lucioles. On a sorti le Tombeau des Lucioles. On a été traumatisés. Tout le monde a été traumatisé. Je considère toujours que c'est le plus beau film d'animation du monde. C'est-à-dire qu'il faut mieux être averti avant de regarder. Alors il faut savoir ce dont il s'agit. Voilà, le Tombeau des Lucioles. Bon, chez Kazé, beaucoup de choses qui sont sorties, Lodos, GTO. Voilà, et puis après on s'est mis au cinéma. Vraiment, on s'est mis au cinéma parce qu'on s'est rendu compte que le genre noble c'était le cinéma, et tant que l'animation japonaise n'est pas reconnue au cinéma, il y aurait du mal. Donc on a fait pas mal de réalisateurs, Mamoru Hosoda, Shinji Aramaki. Enfin, c'est vraiment à cette époque-là qu'on a commencé. Et d'ailleurs qu'on a impulsé une nouvelle dynamique à Annecy. Je veux dire, c'est une des choses dont je suis fier dans ma vie. J'ai eu un prix d'Annecy en 2012. Ils m'ont remis un prix pour mon travail exceptionnel à la promotion de l'animation et de la culture japonaise à travers le monde. J'ai pleuré sur scène, je vous cache pas. En plus, ils l'ont fait par surprise. Donc, ah bon? Mais ils m'ont fait monter sur scène pour présenter La Traversée du Temps. Et pouf, ils en ont profité.
Alors, il y avait des balances dans mon camp qui avaient préparé le truc et qui m'avaient pas dit, hein, mais ouais. Qui l'avait pas dit, donc c'est chouette de ne pas l'avoir dit aussi, parce que le côté surprise, il est important. J'étais super content, mais en vrai, ça a marqué un tournant dans la perception de l'animation japonaise, jusqu'au festival, qui est quand même la partie importante. On prend ce festival où tous les professionnels vont, donc c'est quand même une grande marque d'un tournant. Donc aujourd'hui, tous les films d'animation japonaise un peu qualitatifs, ils sortent au cinéma, et je peux vous dire que quand on a commencé, c'était une volonté délibérée et marquée d'y aller, et c'était pas gagné d'avance. Alors il y avait déjà Ghibli qui était au cinéma, mais c'était du genre, il y a en animation japonaise, il y a Studio Ghibli et il y a tout le reste. Donc, il a fallu vraiment marquer ce pas. Alors, tu noteras, Aline, que moi, pour le jour où j'aurai un prix pour l'ensemble de mon œuvre, je veux pas non plus qu'on me le dise à l'avance, je veux avoir la surprise, mais si ça pouvait être dans les 5 ans... Bon, vous avez compris, hein, donc si vous êtes responsable d'un festival ou de quelque chose, je sais pas quoi, il n'est pas trop tard pour créer un prix pour... Je voulais revenir sur une question un peu technique, mais du coup, quand on amène l'animé japonais en France, il y a des questions de sourcing, il y a des questions de traduction. Oui. Tu as dû prendre en charge tout ça aussi ? Oui, non, mais il a fallu apprendre. Ça me paraît énorme. En fait, c'est pour ça que quand vous me demandez c'est quoi mon métier. On est sur cette question-là au début. Hein. Voilà, c'est la question de l'émission. Mon métier, alors je peux vous dire c'est quoi mes études. D'accord, j'ai fait un bac, après j'ai fait une prépa, après je fais le SCP, donc Subdoco Paris, enfin le SCP Europe, voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais déjà ma boîte avant d'intégrer l'école. Et du coup, j'ai fait l'école en même temps que je créais tout ça, parce que j'ai intégré l'école en 93. Et note à mes enfants, il va falloir se bouger un peu là, les gars. Ouais, hein. Ouais, attention, hein. Et alors après, ce que j'en parlais tout à l'heure, mais en vrai, je veux dire une chose, hein, si je savais tout ce que je sais maintenant, j'aurais probablement trop peur pour le faire, si je repartais en arrière. Oui, il y a des contraintes, et puis on a le temps aussi quand on est jeune mais par contre, l'insouciance, ça a du bon des fois. Mais oui. Donc en fait, on avance, on construit des briques, on essaie de se débrouiller, on comprend les choses, et on les applique. Donc par exemple, pour typiquement, comment on a fait des cassettes, on a dû comprendre comment sous-titrer. Alors on ne l'a pas fait dans des gros studios chers, parce qu'on n'avait pas les moyens, donc comprendre comment utiliser un Amiga, on avait un Amiga, c'était un micro-ordinateur... d'un autre temps. Même moi j'ai eu un Amiga. Voilà, exactement, pour l'utiliser, pour incruster des sous-titres, pour ensuite faire un fichier, pour ensuite l'insérer sur un master. Donc un master c'était en gros une grosse cassette en haute définition. Pour ensuite créer un master pour l'envoyer chez un duplicateur. Donc le duplicateur c'est le fabricant qui prend le master et qui le réplique sur X cassettes VHS pour qu'on puisse le vendre après. Ensuite, alors le bureau à l'époque quand on a commencé on n'avait pas, mais ma mère m'a prêté sa chambre de bonne au 5e étage de Paris, dans la rue de Felsbourg, devant le parc Monceau, mais au 5e étage sans ascenseur. Donc vous imaginez tous les Animeland et les paquets qui montent, qui descendent. Ah oui, d'accord, voilà. Ouais. Je leur ferai pas ça, hein. Ça c'est mort. Mais à l'époque, c'était normal, il n'y avait pas de problème, quoi. C'était cool même, j'imagine. C'était cool, porter les cartons jusqu'en haut, c'était pas mais cool, mais bon, c'était nécessaire, donc le reste était cool. Voilà. Donc c'est pas des courses, hein, c'était trop en co-animation, c'était difficile. Dommage, hein, sinon si ça avait été plus sympa, on aurait créé des toboggans, tout ça. Donc voilà, donc en fait, oui, mais j'ai pas été formé pour ces choses-là. J'ai appris sur le tas, comme on pouvait, et en vrai, des fois, c'est mieux parce qu'on aurait probablement fait les trucs dans les règles, alors qu'il y avait des meilleurs moyens de les contourner, parce que c'est ça la technologie. C'est un moment, un système la même chose peut être faite moins cher en utilisant de la nouvelle technologie, mais comme il y a des entreprises qui ont investi dans les anciennes technologies, ils n'ont pas intérêt à ce qu'on passe tout de suite. Alors aujourd'hui, ça s'est considérablement accéléré, ce process, mais à l'époque, c'était pas vraiment le cas. Donc voilà, la réponse c'est quand on ne sait pas, on essaye d'apprendre, on demande, on essaye, et on ne fait pas toujours ce qu'on vous dit, parce que des fois, ce qu'on vous dit, c'est pas la bonne solution, mais par contre, faut toujours écouter. Donc ça, c'est ton métier. Voilà le résumé du métier de Cédric. C'est assez large et varié. On a parlé de plein de choses. On a parlé d'Animeland, on a parlé de Kazé. Donc c'est une boîte que tu as fondée au départ pour les mangas, que ce soit animé, alors animé ou papier. Alors, j'ai fait du manga parce que j'ai repris, mais au début, j'ai pas réussi à faire du papier parce que l'industrie du livre est une industrie plus ancienne. Et donc, les éditeurs veulent travailler qu'avec des éditeurs. Ils ont pas, c'est très dur en tout cas à ce moment-là, de s'immiscer, surtout que le Japon commençait tout juste. Oui. Par contre, l'audiovisuel, qui est une entreprise plus moderne,
qui change tout le temps du fait de la technologie d'ailleurs, hein, c'est encore le cas, c'était plus facile de m'y mettre, donc on s'est spécialisé là-dedans. Aussi, c'est plus dur en fait. C'est plus dur de traduire un dessin animé que de traduire un manga. Hein. Travailler sur de l'animation, c'est plus dur que de travailler sur du plat, sur du fixe, quoi. Là, c'est là que le fait qu'on soit allé chercher était plus pertinent et qu'il y avait des nouvelles choses à faire. En fait, on a fait ces nouvelles choses. De même, pour les commercialiser, personne ne voulait vendre des vidéos parce que l'animation japonaise c'est nul. Par contre, les gens qui avaient compris que quand même il y avait des gens qui voulaient l'animation japonaise, c'était notamment les petites boutiques de BD. Oui. Alors aujourd'hui on a des SP manga, etc. Mais à l'époque c'était des boutiques de bande dessinée. D'accord. Alors c'est compliqué parce que une boutique de bande dessinée, à la base, c'est créé par un passionné de bande dessinée. Le passionné de bande dessinée franco-belge, par définition, c'est un ennemi du manga. Parce que simplement, il n'a jamais vu de manga, donc il ne sait pas ce que c'est. Donc, alors je vous le dis, hein, honnêtement, première fois que j'ai eu des mangas entre les mains, j'ai pas su les lire. Pas parce que c'était en japonais, parce que c'était petit format, en noir et blanc. Donc c'était pas des codes graphiques. C'est toujours le cas, hein, les mangas à couleur sont relativement rares. Mais tout à fait, mais ça s'apprend un code graphique. Ouais. D'accord. Mais quand on a fait lu de la BD franco-belge toute sa vie, on a plus envie du nouveau Black et Mortimer que du nouveau Dragon Ball. Donc, et ça a considérablement évolué, parce qu'aujourd'hui c'est plus du tout le cas. Sûr. Forcément, tu nous disais tout à l'heure que le manga était passé devant la BD franco-belge en termes de vente. Oui, tout à fait. Il y a plus de ventes de mangas en France que de BD franco-belge. Et tu n'y es pas pour rien. Plus de la moitié. Bon, je suis pas le seul, hein, mais oui, peut-être que j'y ai contribué. Donc maintenant j'ai honte. Maintenant je me cache, je me dis j'ai contribué à la destruction de la culture française, tout ça. Il faut savoir quand même que il n'y a pas de destruction là-dedans, c'est simplement qu'on a un pays qui est très ouvert sur la littérature, sur la lecture de bande dessinée, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit du manga, parce que moi des fois ça me choque presque qu'on dise bande dessinée, manga, ça me choque presque quand on les oppose, parce que finalement on est dans de la lecture. Absolument. Mais après, on peut considérer que c'est des styles, mais on est dans la lecture. Mais cela dit, à l'époque, il y a quand même pas mal de libraires de BD qui avaient compris qu'il y avait une demande, et c'est eux qui nous ont acheté les cassettes. C'est à eux qu'on a vendu directement les cassettes, et comme les cassettes, ils ne pouvaient pas les avoir à la FNAC, les gens, ils venaient dans les libraires. Et là c'est effectivement un avantage, c'est qu'on a un excellent réseau de librairies de BD, d'accord, qui permet d'ailleurs au manga d'être aussi grand aujourd'hui, mais voilà, depuis le début, on a ce réseau. Un peu comme le jeu de société d'ailleurs, parce qu'on a aussi une vente en GSS, en grande surface spécialisée culturelle, et un réseau, notamment le réseau Canal BD parmi d'autres, hein, mais toutes ces petites boutiques de centre-ville qui mettent en avant les créateurs, et puis qui nous permettent de découvrir des choses qu'on ne voit pas forcément ailleurs. Ça a beaucoup contribué aussi au manga. Il faut dire que le manga, ça marche très bien en France, mais ça marche pas forcément bien dans tous les pays. Il y a aussi un côté exception culturelle. Alors, non, c'est pas le cas. Aujourd'hui, le manga est le style graphique qui s'impose international. Tout le monde, partout, estime que le manga, c'est la première BD au monde. En tout cas, c'est le style de BD. Ouais. Tout le monde essaie de dessiner comme du manga. À la rigueur, évidemment, on a une culture différente, mais là où il n'y a pas une culture existante, le manga, c'est imposé. Ouais, tout à fait. Et par contre, la France est le premier pays vendeur de manga en dehors d'Asie, ça c'est un fait. Même je crois qu'on est deuxième après le jeu. On est à peu près à égal avec les États-Unis, sauf que les États-Unis c'est 5 fois l'anglais c'est 6-7 fois la population. Voilà, il y a une particularité au niveau de la France. Et ça, mais la France elle a toujours fait ça, c'est-à-dire en littérature il y a toujours eu des influences, la France a toujours été ouverte à des influences étrangères. Il y a eu des courants, il y a eu l'orientalisme, quand Montesquieu écrit les lettres persanes, c'est aussi parce qu'il y a tout un courant dans les intellectuels littéraires qui a amené autre chose, qui a amené des cultures différentes. Il y a eu la même chose pour l'Italie, le retour à l'Antiquité, le japonisme au 19e siècle, ça a toujours existé. Et la France, il y a une espèce de permissivité pour la culture différente. En fait, on est peut-être le pays, en tout cas l'un des pays qui a la plus grosse culture littéraire. D'ailleurs, quand on va à l'international, quand on regarde les classiques que les gens lisent, il y a un nombre considérable de classiques français que vous connaissez tous, mais c'est une chose d'avoir le Comte de Monte Cristo et le Rouge et le Noir en France, le Botin. Mais en fait, quand vous allez en Italie, dans la section classique, en avant, il y a le Rouge et le Noir et pareil, quoi. D'accord, donc on est très très connu pour ça. On a un marché du livre qui est colossal de ce fait. En termes de marché par habitant, on n'est pas le premier du monde, mais on est très très fort. Et c'est un réseau auquel on tient, on l'a vu pendant le Covid, d'accord, où les gens défendaient les libraires et ce genre de choses. Et du coup,
il y a cette ouverture vers la littérature internationale et une proximité du Japon entre la France et le Japon qui y a depuis longtemps et qui fonctionne dans les deux sens, d'accord. Et il y a le fait que quand quelque chose marche, il y a une distribution, on le trouve, il y a des boutiques, on y a accès, quoi. C'est pas genre, ah bah non, il faut faire 30 km pour aller trouver une librairie. Sauf quand on est enlevé dans un chalet nulle part. Mais il manque pas de produits culturels dans ce chalet, normalement. Tu ne devrais pas t'ennuyer tant que ça. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je proposais tout à l'heure de faire un décompte pour connaître la durée totale qu'il faut pour faire une partie de chaque jeu présent dans ce chalet. Est-ce qu'une vie suffira? Logiquement, oui, parce qu'on les a vus arriver. Normalement, j'aurais eu le temps de jouer à tout. Honnêtement, j'ai pas joué à tout. Mais j'aurais eu le temps si j'avais joué dès que j'ai reçu chacun des jeux qui sont présents ici au chalet. Alors, on n'a même pas parlé de Don't Panic Game, on arrive déjà à la fin de cette émission. Bon, bah, au revoir. Et oui. Je reviendrai que après que Hicham soit passé. Allez, ciao. Je sais pas ce que je mets d'ailleurs en couverture de cette vidéo. Est-ce que je mets Don't Panic Game? Parce que d'habitude, on met l'éditeur de jeux de société. Pas de panique. Pas de panique. Ah, attends. Ce canapé n'est pas terminé. Ah, tu veux déjà qu'on fasse une animation là-dessus pour introduire... une animation là-dessus, mais tu as déjà affiché quelque chose. Le dernier restaurant avant la fin du monde, on parlait de littérature, et là, cette fois-ci, on n'est plus dans le manga, on est dans le folio SF. C'est ce livre qui t'a inspiré le titre du... Alors, c'est ce livre qui m'a inspiré Don't Panic Games, et c'est ce livre parce que c'est mon livre préféré, en tout cas un de mes livres préférés, parce que c'est dur de dire c'est quoi son livre préféré. Donc, si vous n'avez pas lu... le guide de l'autostoppeur galactique, merci de déconnecter immédiatement. Ça, c'est le deuxième volume. Ça, c'est le deuxième volume. Donc, dernier restaurant avant la fin du monde. Donc, il a donné naissance à Dernier bar avant la fin du monde. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le guide de l'autostoppeur galactique est le best-seller intergalactique parce qu'il a écrit Don't Panic en grosses lettres d'or sur la couverture, ce qui lui permet de vendre plus que la grande encyclopédia Galactica. Ah oui. Et donc, quand il a fallu trouver un nom pour faire des jeux, j'ai dit, bon, on va appeler ça Don't Panic Games. Donc un hommage à Douglas Adams. Voilà. Et ça marche bien, parce que quand quelqu'un est stressé, vient te voir, tu dis, pas de panique. Est-ce que ce serait pas le moment de faire une animation panique ou pas panique? Alors on va faire ça, vraiment. Ah bah oui. Aline a préparé quelques petites animations qu'on va pouvoir utiliser dans cette vidéo. Hop, c'est celle-ci. Panique, or don't panique. Donc quel est le principe de cette animation, Aline? On va te poser une question et tu nous dis si pour toi cette action se fait, ça te crée de la panique ou pas du tout. Ça devrait être des réponses assez rapides, je pense. Ça va bien se passer. Ça va pas occuper toute l'émission. Mais vous comprenez pas, si je dis panique, je trahis ma propre devise. Alors, par exemple, une boîte mal fermée, du genre le couvercle, il est mis à l'envers par rapport au socle. Existentiel. Chez toi, ça crée de la panique comme chez plein de joueurs, ou alors pas du tout, tu t'en fiches? J'en fiche complètement. Parce que tu sais que ça pose problème. Au chalet, on reçoit des gens qui me disent « Oh, mais ce couvercle, attends 2 secondes. » Hop, alors, tu soulèves, ils le remettent dans le bon sens. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis par exemple. L'opposé d'un maniaque. Oui, moi je suis pas trop non plus. Le seul truc, c'est les boîtes de Dominion, par exemple, faut pas les mettre debout. Arrêtez de me mettre debout. Le Art Society en bas, faut plus le remettre debout. C'est le bazar dedans après, c'est juste parce que c'est pas pratique. Donc, don't panique. Une boîte mal fermée, on s'en fiche. Thermoformage en plastique. Panique ou pas panique? C'est un truc qui t'embête, le plastique, dans le thermoformage, ou t'as... Ça m'embête pas parce que moi je suis pas né à l'époque de l'écologie où il faut tout faire en papier, donc j'ai l'habitude des thermoformages en plastique. Et par contre, nous on passe beaucoup de temps à se poser la question, qu'en fait, ça se voit pas forcément, mais on passe beaucoup de temps à se poser la question du rangement dans nos jeux, etc. Et de si on peut le faire bien en carton ou si on est obligé de le faire en plastique. Et ça c'est un sujet récurrent qu'on a chez nous. Mais moi, je suis désolé, je suis désolé, j'ai pas l'impression de détruire la planète à chaque fois que j'ai un thermoformage en plastique. Un H à thermoformage? Si. Parce que moi, ça me fait paniquer. Thermique. Oui. Ouais, pardon, les fautes d'orthographe, généralement, ça me fait paniquer aussi. Il y a un H. Mais oui, là, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Est-ce que tu vas le corriger avant le montage ou tu vas assumer? Panique. Ce Vous sera avez pas un corrigé. bouton panique? D'ailleurs, les ça gens serait là. plus rigolo avec un bouton panique. Si, mais il est plus. C'est pas très grave, Aline. On enchaîne avec un jeu non slivé. Est-ce que on sent que t'es pas. Bon, tu me disais que t'étais pas très maniaque. Tu paniques là-dessus? Non. Non, mais attendez, il faut 1 heure pour sliver proprement un jeu. Oui, moi je suis pas très, je slive très peu. Donc, il y en a certains où par contre, faut le faire, mais sur le proto, ouais. Je vais profiter de ton truc. Par contre, si vous voulez sliver vos jeux,
nous avons une magnifique ligne d'accessoires, level 42, qui vous permettra de sliver vos jeux avec Cowboy Bebop, Naruto ou encore l'attaque des titans. Donc, c'est pas Merci. celle-ci, hein, c'est pas cette Merci image pour cette pause Je publicitaire. changerai. Nous revenons à nos programmes. Ensuite, on a un joueur qui joue de la même couleur que toi. Si jamais à la table, je sais pas, toi, d'instinct, je dirais que tu prends les rouges. Non, mais je... Non, t'as pas de couleur Non. Ah, pas de couleur. Oh là Non. là, Ah, non, ça par arrive contre, t'as l'air jamais. facile à vivre. Non, j'ai pas de couleur. Par contre, des fois, j'arrive pas à me souvenir de la couleur que j'ai et j'ai l'impression que c'est une autre couleur et je me plante. Oui, donc ton score n'est jamais. Tu partages le score des autres, tu fais que Ouais, du non, score. mais Et en des fois, général, je tu te sais trouves pas avec la pourquoi. personne qui gagne ou avec la personne qui perd? Non, alors c'est la couleur en fait. Des D'accord. fois, je sais pas pourquoi, je suis persuadé d'être une couleur parce que quand on a toujours la même couleur, en fait, Bah on oui. ne se trompe pas. Moi, comme j'ai pas toujours la même couleur, des fois, mon cerveau, il marche plus très bien, il est un peu sénile. Il dit bah non, t'es rouge, mais en fait, j'ai décidé que t'étais bleu et du coup, voilà. Ah, tu peux après Donc- choisir une donc, couleur, hein, il est pas personnellement, trop tard. Je pense que les gens qui ont une couleur qu'ils préfèrent ont raison. Par J'ai- contre, il faut qu'ils choisissent les gens avec qui ils jouent parce que s'ils prennent quelqu'un qui ont la même couleur, alors là, ça va plus du tout. Ça Moi, j'ai panique. pas de couleur que je préfère, c'est juste que je joue les bleus. Mais du coup, maintenant je suis habitué, tu as raison, à force de jouer les bleus, bah, Ouais. je sais que Non, mais vaut mieux que je les ai. Mais sinon, je fais blanc ou noir, ça va. C'est un côté intuitif pratique. Je suis Ouais. d'accord. Et enfin, dernière question, alors celle-ci, des règles mal traduites. Est-ce que c'est quelque chose qui est Alors là, problématique c'est plus panique. Ouais. On est là. C'est plus panique parce que On a moi, réussi à avoir un panique quand même. j'aime bien les choses bien faites. Donc, je suis plus du genre, ah, mais c'est quoi cette traduction là? C'est n'importe quoi. Ils peuvent pas faire attention, etc. En bon parisien. Voilà. Il faut savoir que les Français sont connus partout dans le monde pour toujours râler. Et les Parisiens encore pire. Eh ben justement, On est connu pour toujours râler et on est connu pour toujours vouloir avoir un avis sur tout, même quand ça ne nous concerne pas. on va parler de traduction de règles, puisque chez Don't Panic Game, vous faites aussi de la localisation. Et c'est le moment peut-être d'aborder la question de cette maison d'édition qui est née quand, Don't Panic Game 2012, Donc il y a 12 ans. 2013 peut-être, enfin, par là. Je pense qu'on a vraiment été actif à partir de 2015, mais Ouais. voilà. C'est-à-dire quand je suis parti de Kazé, et que 2012 c'est la création du dernier bar. Donc c'est l'époque où j'ai lancé mes nouveaux projets. Parce que je disais tout à l'heure, j'ai honte. Mais en fait, je plaisante à moitié, c'est-à-dire que pendant le Covid, juste après le Covid, en gros, dans les cours de récré, si on parlait pas de manga, on n'existait pas. D'accord? Ma nièce, coucou Althea, donc je suis sûr qu'elle ne regarde pas, qui n'était jamais été spécialement intéressée de manga, je l'ai trouvé à lire des mangas parce que. Bah oui, pour voilà. être à la Alors, à la page. c'est pas gênant, hein, mais moi j'ai jamais dit ouais, il y a le manga et tout le reste, non. Non, je dis bah le manga ça n'existe pas donc je vais le faire, mais ça m'a pas empêché de lire des BD, des comics, hein, je suis un grand lecteur de comics d'ailleurs, de pratiquer d'autres choses, etc. Quoi. Il faut toujours être ouvert, quoi. Vous n'êtes pas obligé de tout aimer, mais par contre ça sert à rien d'aller décrier les choses qu'on n'aime pas, comme tu disais, quoi. Le manga participe à la culture BD, c'est pas. Tu peux ne pas aimer l'image du manga, mais ça participe de facto à la créativité, à tout d'un univers plus large. Bref, c'était la Oui, parenthèse. il y a plein de codes du manga qui sont arrivés dans la BD, même européenne. Moi, je pense qu'en tant que dessinateur, je m'en inspire même sans le savoir. Il y a plein d'éléments qui sont des éléments graphiques évidents qui viennent de là également. Absolument. Alors, on va parler de Don't Ah, Panic vas-y, Game. dessine un manga. Bah, tu sais, tu peux pas très éloigné. Moi, ce que j'ai fait des BD en noir et blanc avec Ouais, pas mais mal de bah, pages. Fais genre, je sais pas moi, un Dragon Ball Ah oui, en patate. ouais, je peux tout faire. C'est l'avantage de savoir mal dessiner, c'est qu'on peut tout faire. Donc, il n'y a pas de limite. À chaque fois, ça m'énerve quand tu dis ça. Bah, ouais, parce que nous, on sait vraiment pas dessiner. Non, Alors, mais tu en vois, fait, c'est parce que les gens ils voient que des bonhommes patates, mais Martin il dessine hyper bien tout. Oui, mais rarement. Par contre, Ouais, là, mais, maintenant, mais je fais pour plus de ça. vrai, vraiment. Parce que j'ai plus le temps de tout faire hyper bien, comme tu le dis. maintenant que t'es dans un chalet, tu peux faire des bonhommes fromage, peut-être. Oui, on va recadrer cette émission, on va repartir sur Don't Panic Games. Et Pourtant, ça devenait intéressant. Bof. Et sur les jeux qu'on a derrière nous, il y en a quelques-uns. Alors, il y a un peu de tout derrière nous. Il y a des jeux qui sont des traductions. C'est le cas, par exemple, de Age of Rome, qui est juste ici derrière. Ouais. On a des jeux que vous avez édités, dont vous êtes le premier éditeur. Je vois même des protos. Celui-ci, là, Ouais, c'est j'ai un des proto. protos, ouais. Un prototype. On ne connaît pas, si. Non, vous connaissez pas, Next, c'est pas sorti, c'est même pas annoncé. Bah voilà, on l'annonce pas. Non, mais vous pouvez, hein. Who's Next, c'est un super
Celui-là aussi, Party c'est un Games autre de proto. Retro. Non, Celui-là, il sort bientôt. Je sais, mais le pitch là, chaque lettre est capitale, ça m'a déjà hypé. on va jouer à ça après. Parce qu'en fait, il y a pas beaucoup de... Enfin, le jeu de lettres, c'est assez spécialisé, mais il y a des Oui. gens qui aiment beaucoup. Ah, j'adore ça, Et nous on il se adore trouve- ça. Et il se trouve que Sébastien, notre DA et qui travaille sur tous les jeux, il connaît très bien les jeux de quiz et les jeux de lettres. Ah, Parce qu'il joue faudrait qu'on le rencontre. beaucoup avec sa famille, etc. parce que nous on joue que ça avec Academy. Non, je joue pas du qu'à coup, ça. on a... Alors, c'est pas forcément... Enfin, moi j'aime bien, mais c'est pas forcément mon truc. Mais lui, il est très là-dessus. Donc, du coup, on a... Alors, parce que vous comprenez bien, un éditeur, on peut vous expliquer, un éditeur de jeux de société, ça a une ligne directrice, enfin, ou de livres, hein, ça a une ligne directrice, un plan, ça fait des jeux de ce type-là, voilà. Alors, si on vous a dit ça, en vrai, peut-être que des fois c'est le cas, mais en gros, c'est un gros mensonge, parce que les gens Oui, il y a font peu des de choses en fonction de ce qu'ils aiment et en fonction des retours qu'ils ont et de leur évolution. Donc, c'est pour ça, dire c'est quoi ta politique éditoriale, j'en ai fait, hein, j'ai fait, je dis aussi des livres, etc. J'ai dit, bon, bah, mais en vrai, c'est organique. Ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'on fait, c'est organique. Après, a posteriori, on peut clarifier les lignes, etc. Mais dire, voilà, on va éditer exactement ça, dans ça, et ça c'est notre plan à 10 ans. Et moi, je ne sais pas faire. En fait, c'est pas possible parce que c'est du travail créatif, ça évolue en permanence, les goûts évoluent en permanence. Enfin voilà. Donc, Donc je vous le dis. là tu recadres en fait. Merci de recadrer cette émission sur la ligne éditoriale de Don't Panic Games. Parce que C'est effectivement, pas panique. effectivement, on trouve pas mal de jeux à thème fort, Mm. notamment. Alors des univers qui sont forts. Tu nous as dit que tu avais un intérêt prononcé évidemment pour le manga, pour le Japon notamment. Et on voit effectivement quelques jeux qui sont sur des licences. Mais c'est pas que le cas parce qu'il y a de l'attaque du Titan, il y a l'attaque des Titans, il y a ouais. Naruto, il y a ce type de jeux qui sont aussi inspirés des licences manga, mais il y a aussi d'autres choses. Ouais, alors en fait, l'une des raisons d'être de Don't Panic, c'était j'aimerais apporter des univers japonais au monde du jeu, enfin des univers animés au monde du jeu. D'abord parce que j'ai une appétence personnelle pour ces univers. Deuxièmement, parce que si je le fais pas, il n'y a pas grand monde, c'est très dur de travailler avec le Japon sur le contenu, donc il n'y a pas grand monde Ouais. qui ait cette expérience. Le moins qu'on puisse dire, c'est que j'en ai. D'accord. Et troisièmement, parce que, alors j'adore jouer aux jeux sur Vampire la Mascarade et Le Seigneur des Anneaux, hein, et j'adore toujours ça, mais par contre, les jeunes, ils sont plus intéressés par l'attaque des Titans et Naruto que par ses propriétés de vieux schnock comme moi. Enfin, comme nous, je vais dire. Enfin, donc certains ici, je ne donne pas de nom. Donc, il y a aussi ça, c'est quand, j'ai bien noté, hein, quand on est en démo dans une boutique où il y a du monde et on sort un jeu de... un jeu de... Aucun rapport. un jeu de manga et un gros jeu, tu vas voir des gamers qui vont, et les enfants, ils veulent tous jouer à Ouais. Tokyo Ghoul, où Ouais. je l'ai vu plusieurs fois, quoi. Et du coup, ça leur donne, alors c'est pas forcément des joueurs, etc., mais ça leur donne une entrée dans l'univers. Et la licence est une entrée importante. Alors je sais que l'image, c'est oui, un jeu à licence, c'est un jeu qui est mauvais, donc on va pas sur les jeux à licence. Mais justement, moi je voulais prouver le contraire. Je prouvais que c'est pas parce qu'un jeu a une licence qu'un jeu est mauvais. Et il y a de nombreux exemples de ça, pas que chez nous, hein, mais vraiment, on fait pas un jeu pour faire une excuse, quoi. Oui, puis vous trouvez des auteurs d'ailleurs sur certains de Le ces premier, jeux. l'Attaque des Titans, C'est Antoine Boza voilà, et Antoine Boza, Ludovic Maublanc, et que Ludovic je Maublanc, remercie parce que quand j'ai créé Don't Panic, j'ai dit bon bah voilà, j'aimerais faire un jeu sur l'Attaque des Titans, je pense que c'est une licence intéressante, je leur ai dit comme ça, et puis quelques mois plus tard, ils se sont fait bon Cédric, on a un jeu pour toi. Donc c'est pratique, j'aimerais bien que tous les auteurs soient comme ça, mais voilà, donc ça c'est, voilà, exemple, donc Naruto Shippuden, d'accord, il n'est pas encore sorti celui-là. On a Naruto qui est sorti. Là, c'est Kaedama qui est sur Ouais, ce jeu-là, donc exactement. encore une fois, Ludovic Maublanc et Antoine Exactement. Boza, mais pas que, puisqu'on a Corentin Lebras et Théo Rivière également dessus. Absolument. Et on a essayé de faire un jeu qui s'adapte aux licences shonen classiques, c'est-à-dire Naruto, Dragon Ball, enfin les trucs avec des combats, et qui soit transposable dans les licences et qui soit compatible. Donc, alors c'est très difficile de faire approuver des choses en rapport avec l'histoire au Japon. Donc on est parti sur un jeu de combat, et comme on voulait faire un jeu de combat original accessible à tous, on a fait un jeu en temps réel. Donc il y a un côté défouloir dans ce jeu, mais qui fait que c'est vraiment transgénérationnel. Naruto aujourd'hui, ça a 20 ans. Donc il y a des gens qui ont grandi avec Naruto qui ont des enfants. C'est comme Dragon Ball, c'est comme les Chevaliers du Zodiac en France. C'est que il y a vraiment un phénomène qui fait que de convivialité familiale qui existe. On voit clairement Japan Expo le dimanche,
Il y a les familles, il y a les poussettes, il y a tout. Vous allez dans l'équivalent de Japan Expo en Angleterre, vous n'avez pas ça. Vous avez des jeunes, mais parce que c'est arrivé beaucoup plus tard. Donc là, on a fait un système qui va être compatible entre eux. Donc il y a Naruto qui est compatible avec Naruto Shippuden. On va sortir Tokyo Ghoul et Seven Deadly Sins, qui sont d'autres mangas qui seront avec ce système. Donc on pourra jouer entre personnages. Et on veut le rendre accessible. D'accord ? Évidemment, c'est pas la même type de jeu pour Naruto que pour Cowboy Bebop, qui a un univers qui a 25 C'était ans. de Florian Siriex, si je ne me trompe pas, Quoi Cowboy Bebop. Oui. Un jeu de Florian Siriex. Et Jeanne Benvenuto. Et Joanne. Ah Tous les d'accord, deux. pardon, j'ai oublié un des deux, je m'excuse auprès de Non, Joanne. mais tu peux pas tout connaître par cœur. Bah, j'essaye. Par contre, moi, si je le fais pas, Ouais. derrière, je me prends un scud dans la figure. Donc, voilà. Il y a une extension qui arrive d'ailleurs, Noodle Twist, bientôt. Parce que le jeu fonctionne bien, a bien été joué. Oui, il était très apprécié. Hein. Et a été apprécié. J'ai eu mémorable compliment de quelqu'un qui m'avait toujours dit que les jeux à licence c'était pas bien et qu'il connaissait pas Cowboy Bebop. Voilà. Voilà, donc c'est pas le même jeu, quoi. C'est un jeu c'est un deck building avec un élément sur le terrain, etc. Ça joue plus longtemps, mais ça s'adresse pas forcément au même public. Donc voilà, donc apporter le Japon, c'était, enfin, alors pas que japonais. Hein. Là, on a créé un jeu Batman. Oui, voilà, c'est ce que j'allais Mais dire. Il y a on n'a aussi pas, du- on n'a pas dit on va créer un jeu Batman. On a créé un jeu. Et après, on a dit ce jeu, il fonctionnerait bien. Ou c'est Gangs of Streets of Gotham City, là. Voilà, C'est c'est fait par ici. Guilain Masson. D'accord. Et en fait, il a fait un jeu. Donc un peu Après, on s'est développé en dit, interne, parce que Guilain travaille pour- Ouais, enfin, oui, tout à fait. Guilain travaille chez nous. Il a fait un jeu qui était bien. Et initialement, c'était un jeu dans les bas-fonds d'une ville médiévale fantastique. Et on a cherché. On n'a pas trouvé parce que toutes les licences sont présentées par Netflix, machin, etc. Enfin voilà. Et on se dit, bon, bah, on a accès à DC. C'est vrai que Gotham City, c'est ça. Donc on va faire un jeu de Batman où on joue non pas les vilains, mais on joue les malfrats qui composent la base de la ville. Streets of Gotham City, c'est un jeu un peu agressif, hein, un peu pas mettre entre toutes les mains. Vous pouvez vous brouiller avec vos amis pour ça. Mais en gros, chaque joueur pose des cartes de malfrats et essaye de prendre le contrôle des rues de Gotham City. Parce que Batman est mort, enfin c'est un point d'interrogation, et le jeu finit quand Batman revient, et là on relève les points parce que la fête est finie. Voilà, c'est un des jeux que vous publiez. Alors Guilain Masson, qui est aussi l'auteur de Not Alone, hein, si je ne me Tout à trompe pas, qui est l'auteur de quelques jeux et qui en a publié quelques-uns chez vous aussi, c'est pas le seul. Et puis, Badass Force. on a Badass Force, exactement. On a ce deck Alors, building voilà, qui est aussi dans un univers plus comics. Il y a tout chez Alors, dans DC Panic Deck Games. Building, ça c'est une traduction. Hein. C'est fait chez Cryptozoic, avec qui on travaille beaucoup en Amérique. C'est un deck building. Un donc peu il y a- spécialiste du deck building. Il y a un hein. jeu de base, il y en a plusieurs. Et pour moi, DC Deck Building, c'est le meilleur deck building d'entrée du deck building aujourd'hui, en fait. Il est très accessible, ça marche à chaque fois. Et en plus, si on aime le deck building, chaque extension apporte des mécaniques, etc. Il est un peu... Enfin, si, les gens... Alors moi, j'aime beaucoup le deck building, il faut le savoir. Je joue beaucoup à 2 minutes, enfin, je jouais beaucoup à 2 minutes quand j'avais le temps. Mais par contre, aujourd'hui, rentrer dans le deck building, c'est pas si facile, parce que 2 minutes, c'est pas à la portée de tout le monde de comprendre. Et quand quelqu'un me conseille, je conseille systématiquement d'ici. Il est vraiment, vraiment facile à comprendre avec le sujet, facile à aborder, et il peut être assez profond pourvu qu'on applique les règles et qu'on rajoute les extensions. Alors on va enchaîner avec une autre animation qu'on fait traditionnellement, et là il y a matière pour la faire, puisqu'il s'agit du fameux jeu des enveloppes. C'est-à-dire, c'est pas vraiment un jeu, hein. Je suis désolé, là on te survend l'aspect ludique de ce jeu, mais c'est l'occasion de parler de jeux de On a société, un il y jeu en de a lettres beaucoup. qui arrive sur le thème de la poste. Donc, Sur le thème de la poste. Ouais, Et un vous jeu faites de plusieurs lettres. jeux de lettres du coup. bah, on en fera un autre, alors il est pas tout à fait prêt encore. Moi j'ai un proto de jeu de lettres. je C'est vous un le jeu vends. de Bruno Feduti. Ah oui. Ah, très bien. C'est- Ils m'ont enlevé et maintenant ils me donnent des enveloppes empoisonnées. Dans cette enveloppe, il y a plein de couvertures de jeux parmi les nombreux jeux que vous avez Oui. distribués. Est-ce que tu peux vérifier ce jeu dans c'est Panic joué? Games. J'en ai pas prévu pour toi, Aline. C'est pas grave, j'étais pas censée être là. C'était pas. T'étais pas prévu. censé être là? J'étais Ouais, pas voilà. censée Mais on est être ravis là. que tu sois Heureusement que t'es là. là. Hein. Et- T'allais me laisser toute seule avec lui? Eh oui. Oh, c'est dur. Vous avez Par vu? contre, je les ai vus. Vous avez vu? Vous avez vu comment on est maltraité? Je vais te demander de choisir 3 jeux. Un jeu qui, d'après toi, aurait mérité l'As d'or, c'est une expression. Dans la ça liste? n'est- Ouais, ça n'est pas du tout prétentieux, c'est juste une expression, c'est pour le plaisir aussi de pouvoir parler des jeux et d'évoquer les fiertés que l'on peut avoir sur certains jeux qui ont été publiés. Je vais te demander de choisir un autre jeu
Ouais. sur lequel tu aurais un regret, tu ne le prends pas forcément de manière négative comme le jeu est mauvais, pas ça, mais peut-être, celui-ci j'aurais aimé qu'il marche, ou alors là j'aurais aimé changer quelque chose. Ouais. Tu le prends Ou comme il est tu l'entends. sorti au mauvais moment, ou voilà. Voilà, on va trouver raison. Oui, on aide. Enfin, tu vas me trouver un dernier jeu auquel tu auras envie de jouer. Là, maintenant, attention, il y a un risque. C'est qu'on y joue après. C'est la merde. Là, faut faire gaffe à ce que l'on choisit. Alors, Et puis nous, on peut y jouer à On deux, peut y Aline, jouer. avec ce même paquet. Hein. tu aurais mérité l'As d'or. Alors, celui-ci, ouais, Ouais, je le garde. Moi, je le garde. Pour l'As d'or. Bah, je sais pas, mais je le garde. De côté. Bon, après, je vous le dis tout de suite, je suis bien incapable de prévoir qui va gagner l'As d'or parce que Oui, bon, c'est compliqué. ça déjoue mes pronostics régulièrement. Alors, on va commencer par le jeu qui aurait mérité. Ils m'ont torturé. Ils ont fait une pause, vous ne l'avez pas vu, mais ils m'ont torturé. Il y a une petite paranoïa quand même. Ah bah bah écoute, je sais pas. Alors, écoutez, Bon, maintenant, Je je sais que t'es publie ça. localisé. Final Girl, d'accord? Donc, à votre avis, si on m'emmène dans les montagnes, loin de la civilisation, dans un chalet, on me fait monter dans un étage et on m'enferme dans une salle, et en plus, il fait un temps d'orage dehors, vous pensez quoi? Sachant qu'en plus, il nous a dit qu'il était localisable par GPS. Alors, là, Oui, mais franchement, dans ces cas-là, en fait, juste. je vais lancer une j'aurai contre. plus de batterie dans mon téléphone. Donc, ça marche jamais. Alors, quel est le jeu qui, d'après toi, aurait mérité l'As d'or? Alors, L'embarras du j'ai choix. bien du mal à prédire qui gagne l'As d'or tous les ans. Oui. Mais je vais me baser sur mon critère principal, qui n'est pas forcément le meilleur critère, qui est l'originalité. Oui. D'accord. En vrai, j'ai deux jeux, c'est pas forcément dans la même catégorie. Je pense qu'on ne voit pas, mais. Alors, il est assez récent. Ce Voilà. Last Dodge, De c'est Last un jeu Dodge, qui est très récent, celui-ci. d'accord, qui est très récent. On a fait un bel univers, etc., qui est pas lié au jeu, mais c'est typiquement l'illustration que nous, on aime bien les univers riches, etc. Et c'est un jeu qui a une mécanique que je pense qu'on n'a jamais vue avant. J'ai demandé à plusieurs personnes, dont des auteurs de jeux, ils m'ont dit non, qui a un mécanisme d'exploration de tuiles. En fait, le jeu, c'est une exploration de Venise, il y a des tuiles, et il y a une mécanique de mouvement qui base sur l'exploration des tuiles. C'est une espèce de memory, mais la mémoire n'est pas forcément... voilà, on exploite les tuiles et on est sur des tuiles cachées. Ah oui, comme dans les anciens Chevaliers de Pulsar. J'ai pas joué. Je dis les titres qui sont là en face. Voilà. J'ai créé un jeu juste Bravo. pour te mettre un stress de. Bravo. Ah bon. Panique. Voilà. Non, mais j'ai pas joué à tout, hein, donc mais j'ai vraiment demandé. Et donc en fait, les tuiles sont numérotées. Il y a 2 tuiles 2, 3 tuiles 3, 4 tuiles. Et en fait, le fait de savoir où sont les tuiles, c'est un gros élément de jeu. D'abord parce qu'il faut deviner sur quelle tuile est au trésor au centre, mais aussi parce qu'on peut agresser les joueurs si on connaît leur numéro de tuile en dessous. Donc il y a un côté caché, etc. Et moi j'ai jamais vu, et qui est très très intéressant. Et le deuxième, désolé. Il est resté en bas, cette boîte-là, elle est toujours sur le piano, je crois. Bon. Et c'est Unboxed. Oui. Alors Unboxed, c'est un jeu pour les joueurs. Hein, voilà. Donc, très récent aussi. Ça, c'est 2 jeux très récents. Vous pouvez les trouver en boutique, qui sont toujours disponibles. C'est Unboxed, c'est des archéologues. Il y a une ancienne civilisation qui jouait à des jeux. Et donc on retrouve des éléments de jeu, des gravures, etc. Il faut deviner les règles du jeu. Voilà, donc c'est un peu Unlocked dans l'idée, c'est-à-dire qu'on collabore pour comprendre un truc ensemble, sauf qu'on n'essaye pas de découvrir un mystère ou de sortir de quelque part, on essaye de comprendre les règles d'un jeu, et après on a des questions genre quel est le setup du jeu, qu'est-ce qu'on fait pendant sa manche, enfin des questions simples, streamlinées, et le jeu est jouable après. Donc c'est des jeux simples, c'est des jeux, mais le jeu est... C'est un jeu, et puis après on peut jouer. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est un jeu de trouver les règles. On lance au pile ou face, après on met le truc, etc. Mais il faut réussir à comprendre tout ça. Ouais, c'est super original. Toi, tu voulais mettre le cliché du siècle, Aline? Moi, j'avais beaucoup aimé le cliché du siècle. Alors, moi, je peux le dire aussi pour le fait d'avoir été dans le jury, là je fais de l'égocentrisme, le jury de Boulogne-Billancourt quand ce jeu a été présenté, et je crois qu'on l'a fait remporter. Il a gagné, ouais. Il a gagné Boulogne-Billancourt. Mais exactement pour la même raison, parce que je trouve ça super original. Ouais. Ok, il y a un jeu assez original de déduction sur celui-ci, mais avec une déduction avec des éléments en 3D qu'on va disposer autour de la table pour essayer de recomposer. Et c'est vrai que le matériel est super chouette. Il y a le logo de Boulogne dedans, d'ailleurs. Vous y arrivez? Oui, non, il est là-haut, primé.
Moi, j'ai vraiment beaucoup. Le jury était vraiment C'est exceptionnel. vrai que c'était un chouette jury, hein, cette année-là. Mais le jeu est vraiment chouette. Et l'idée du cliché du ciel, c'est qu'il faut positionner tous les personnages pour un cliché, genre pour le mariage, etc. Mais machin, il veut pas être à côté de machin, machin, il veut être devant, etc. Et on connaît pas bien les conditions. Et en fait, il faut arriver à les positionner pour faire le cliché. Et après, on regarde quelles sont les conditions. Et en fonction de celles remplies par remplies, on marque ou pas des points. Et on peut vraiment prendre la photo, parce que le jeu, il est... Oui, voilà, donc à c'est la fin, vraiment vous pouvez physiquement, vraiment on peut prendre la le cliché. prendre. Et il y a quelques extensions qui sont sorties derrière, directement d'ailleurs, parce que je crois que ça a été un financement participatif, si je ne me trompe pas. Non, non, c'était Voilà. pas un financement. Par contre, il y a des extensions, donc il y a l'extension Sherlock Holmes, Ouais. où en plus, il faut trouver... voilà, c'est très chouette, Sherlock Holmes. En plus, il faut trouver qui a commis un crime. En plus, avant de voilà. prendre la photo. T'as une C'est bon, on a trouvé, on prend la avec, photo. avec des vedettes de cinéma, dont Laurel et Hardy, etc. Voilà. Le jeu sur lequel tu aurais un regret. Est-ce que tu as réussi Alors, il y a à un jeu trouver... sur lequel j'ai un regret. Là, c'est la Ce sera petite séquence pas anecdote. le regret que vous attendrez. Ah. C'est Fantasy Realms. Ah, dis donc, j'avais choisi Fantasy. J'avais également choisi Fantasy Eh Realms. ben, bravo. Mon regret sur Fantasy Realms, c'est pas le jeu, parce que c'est un de mes jeux préférés. Ouais. C'est que, je vous jure, que envoyer à l'impression un chromalin avec une image aussi horrible, ça m'a coûté. Mais t'as pas pu... parce que c'est un jeu qui est édité par Whisky de l'origine. Ouais, ça m'a coûté. C'est-à-dire que j'ai envoyé... Je vous ai dit, je fais des livres, hein, donc des chromalins de couverture. J'en ai envoyé beaucoup dans ma vie, des magazines, des machins, des validations. J'en ai fait, je pense, pouvoir dire des centaines, voire des milliers. Mais par contre, faire partir une couverture avec un dessin aussi horrible, pour un jeu que j'aime autant, je vous promets, j'en parle encore au bureau, c'était vraiment l'amour dans l'âme. Et travailler je peux avec vous dire Whisky quand on voit pas d'alcool aussi. Je peux vous dire que c'est bien parce qu'on n'avait pas le choix, quoi. Ouais. Voilà. Donc pas de choix. Là, tu peux pas toujours négocier pour pouvoir refaire la Il couverture. n'y a aucun visuel qualitatif qu'on peut mettre en grand dans la boîte. Oui, mais on en refera. Cela dit, j'en profite pour annoncer qu'il y a une édition collector qui arrive Ah, et qui est actuellement dans les bateaux. Alors, nous tournons avec cette un édition. visuel plus sympa. Avec des visuels plus sympas, avec l'extension intégrée, avec des sleeves, avec tout, mais avec des visuels, oui. Enfin, de toute façon, c'est dur de faire moins bien, quoi. Tu vois, parce que comme je... Alors, ceci dit, il y a une autre édition aussi qui est inspirée de Fantasy Realms que vous proposez également dans votre catalogue, qui est la version Marvel, c'est ça? Il y a la version Marvel Remix, oui, tout à Ouais. fait. Il y a même une version Star Trek pour les fans de Star Trek. Donc, s'il y en a un, Moins nombreux. s'il y en a un, criez-moi à la fin parce qu'on sera 2 fans de Star Trek en France. Mais il y a une version Marvel qui est très chouette. D'accord. Après, il y a des gens qui préfèrent jouer à l'original. Il y a Marvel, en fait, ils ont un peu simplifié la lecture du jeu, etc. Donc, elle est encore plus accessible. Mais Fantasy Realms est un jeu qui est super accessible. Il a l'air rébarbatif comme ça, le côté comptage de points. Et Oui, moi, alors c'était ça mon regret. C'était le comptage de points à la fin où je suis complètement largué. Il y a une application, mais je trouve ça bizarre de sortir une application. Mais ça, c'est le truc streamliné dans Marvel Remix, etc. C'est que les points sont beaucoup plus simples, il y a moins de variantes, etc. Mais oui, le comptage de points est un peu compliqué. Après, au bout d'un certain nombre de parties, le recordman du nombre de parties, à ma connaissance, est Théo Rivière. Qui s'en est un peu inspiré pour son paquet de chips. Je pense qu'il y a une inspiration évidente dans le type de jeu. Ça se compte, mais il adore ce jeu. Et voilà, moi aussi, j'adore ce jeu, mais je n'ai pas joué non plus. Mais Marvel Remix, ça vaut vraiment la peine pour les gens qui aiment le jeu. Et puis Marvel Remix, ça se joue assez facilement. Voilà. Mais ce jeu, je l'ai mis entre les mains de ma nièce et ses amis les dernières vacances. Ils ne sont pas des joueurs. Ils avaient 12 à 15 ans, il y avait leurs parents. Et ils ont joué tous les jours, quoi. Et c'est pas moi j'étais parti, ils jouaient encore. Donc c'est vraiment, vraiment super. Et en plus, à 2, il est limite mieux que à plus. Oui, je trouve aussi. À 2, il est encore... Est-ce que c'est un jeu qui aurait aussi pu être dans la première catégorie de ceux qui auraient mérité l'As d'or? Alors effectivement, l'aspect graphique, ça compte pour l'As d'or. Donc oui, bah là, ça, c'était invalidant pour lui. Il a été nommé à la Spiel, mais aussi il a une distribution compliquée, ce jeu, parce que... il a été un peu absent à un moment. Il a été fait chez Edge, puis ils l'ont pas réédité. Ouais. Et puis du coup, moi j'ai insisté pendant des années en disant s'ils ne rééditent pas, on le refait. Donc au final, je l'ai refait. Mais pareil, il a été nommé au Spiel tardivement parce qu'en Allemagne il n'existait pas. Et il a été traduit très tard. Et du coup, ça l'a rendu spielable. Voilà, il y a des classiques comme ça, parce que ce sont des classiques comme Love Letters, qui a connu un itinéraire assez surprenant et semblable, c'est-à-dire énorme succès auprès du public, mais à un moment, une rupture. Un jeu qui était plus disponible alors que c'est un pilier de boutique. Oui, il y a des choses. Alors là, c'était des Edge, Asmodee, tout ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Des fois, ces choses-là arrivent, mais voilà.
Des affaires de Les droit. Love hein, Letter, parfois. très beau jeu japonais. Ils sont forts ces japonais. Hein. Pas que dans la bande dessinée, On fait, également dans les on jeux. fait des jeux de manga, mais aussi on fait pas mal de jeux thématisés Japon. Donc, Ouais. Et où par des auteurs japonais. D'ailleurs, on a un jeu qui arrive qui s'appelle Ito, qui est le best-seller, je pense, historique, ou l'un des best-sellers historiques au Japon. Ce sont 450 000 ventes, ouais, Ah oui. pour un jeu qui est sorti il y a moins de 10 ans. Donc, C'est Eh pas ben, mal. le best-seller cette année en France, c'est un jeu japonais, puisque c'est Trio c'est Trio, cette année-là qui est en train de Et rencontrer un tout à succès fait, impressionnant. Tout à fait. Bon, et normalement, Ito sortira au prochain Cannes. Normalement. Bon, vous souhaitez le même succès en France. On passe à la dernière question. Le jeu auquel vous auriez envie de jouer là maintenant. Aline, toi, tu as choisi Penny Dreadful. Je commence par toi. J'ai choisi Penny Dreadful parce que c'est un thème qui me plaît énormément. J'ai adoré From Hell, la BD. J'aime bien cette période. J'aime bien les romans d'Anne Perry. Et du coup, je me suis dit qu'un jeu dans cet univers des journaux Akatsu qui racontent des trucs un petit peu gore et sanglants, ça pourrait que me plaire. Et c'est un jeu narratif. Donc, très Donc, chouette. d'autant plus. Mais maintenant, j'ai aussi envie de jouer Oui, à oui. Ouija. Moi, j'aurais Ouais. choisi Ouija parce que je suis curieux. Oui, mais il n'était pas sorti. Donc, Ouais, ça y est. C'était pas dans Il les n'était pas dans les fiches, fiches, mais moi, je suis curieux de découvrir ce jeu de Nicolas Thierry. Lequel as-tu choisi? J'ai choisi Pyramid Ice. Ah, Pyramid Ice. J'ai choisi Pyramid Ice pour 3 raisons. Ouais. La première, c'est que j'ai pas encore eu le temps de faire une partie complète. Ah, La deuxième, c'est parce que je suis en train de me préparer pour un GN sur l'Égypte. alors rassurez-vous, Cédric n'a pas eu le temps de faire une partie complète, mais tu travailles pas tout seul dans ta maison d'édition, Non, parce que ça serait bizarre, non, hein, c'est- un éditeur qui publie des jeux C'est sans une se faire jouer. traduction, donc j'ai jamais eu le temps de finir une partie. Oui. Et en ce moment, j'ai un GN, donc un jeu de rôle grandeur nature qui arrive sur l'Égypte, donc je suis en plein dans la thématique. Et alors c'est un jeu qu'ils ont fait avec des égyptologues qu'ils ont fait valider, où il y a tous les panthéons de dieux, qui est très très beau. Et la troisième raison, c'est parce que c'est des mécanismes de placement de dés pour faire des pyramides, et franchement, j'ai Ouais, pas j'aime fini, bien, mais j'ai commencé, et c'est vraiment passionnant. Ah, j'aime bien ce je genre vais de arriver à la mécanique fin de la aussi. partie. Est-ce qu'il est là? Non. Est-ce que tu l'as ramené du coup? Si tu Je veux. l'ai pas ramené Ah, parce mince, que bah. je l'ai pas ramené parce que Bah, on va pas y jouer là tout de suite. alors il spoiler. faut prendre le train, Ouais, il faut aller jusqu'à ouais. la gare, il Ouais. faut On fera ça grimper demain. dans les montagnes. Mais je suis quand même venu avec un gros paquet de jeux, donc Oui, oui, après oui, j'étais c'est vrai. obligé de faire des choix cornéliens dans les jeux. Alors, tu as commencé à parler de GN, tu pars faire un GN en Égypte. En Égypte, publies- j'ai fait un GN en Tunisie, Ah oui, ouais, à Cthulhu, dans le Sahara. ah, ça doit être impressionnant. Oui, c'était le Sahara, c'était un jeu organisé par des Italiens, un jeu international, c'est très impressionnant. Où, spoil, il s'agit d'une expédition archéologue qui a disparu en cherchant l'antique cité blanche de Zerzura. Et peut-être que Nyarlathotep ne serait pas étranger à ce genre de choses, mais je suis un grand joueur de jeux grandeur nature. Voilà. Je crois que Nyarlathotep n'en manque pas une. Nyarlathotep Alors, tu n'en es manque pas une. grand ça joueur dépend. de jeux grandeur nature, de jeux de rôle, mais Ouais. éditeur aussi. Je vois derrière toi qu'il y a quelques jeux de Derrière. rôle. Si tu pouvais si Alors, tu c'est bon. pouvais me les attraper. Alors, Parce que là, juste, on veut les montrer. Est-ce que tu peux me les passer? je peux. Panique. C'est la première fois que Le c'est ce canapé est bruitage. piégé par un petit bruit Ah. cartoon. Tiens, voilà des jeux. Ah, on va regarder ça, parce que effectivement, Voilà un pop-up. Oh. C'est pas un jeu, mais ça c'est chouette, regardez. on va commencer par ça du coup. Ouais. Je vais commencer à le montrer. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un pop-up box de... Tu vas tellement vite quand tu l'ouvres De à chaque Donjons fois, et ça me fait Dragons. peur. Et à la fin, on peut combattre Tiamat. C'est bien, voilà, j'ai dit mon truc. Ouais, c'est un pop-up et il y a un mini-jeu, enfin il y a une espèce de jeu dont vous êtes le héros Je dans les pop-up. Alors, c'est la première chose. Dans Donjons et Dragons, le livre pop-up, conçu par Matthew Reinhardt. Donc, ça, C'est une traduction, hein, c'était conçu par les Américains, Voilà. on l'édite en France. c'est une traduction et c'est un livre magnifique. Vous voyez ce volume énorme? Ah, les pop-ups, c'est jamais tout petit. Hein. Même quand il y a très peu de pages, il faut cacher le Avec- mécanisme. Waouh! Alors, Papier. il est animé en plus. Il y a des trucs qu'on peut bouger sur Oui, chaque. il y a des Ouais. trucs, il y a des- il y a un dé à construire, mais regardez. Faut Ah oui. construire un dé, ouais. Ah oui, oui, non. On peut regarder à l'intérieur. C'est vraiment très impressionnant. Celui-ci, j'en avais pas entendu parler. Donc ça, c'est à votre catalogue. C'est Et- sorti Noël dernier. Et pour les gens qui regardent ça, il en reste là actuellement. Oui, oui. Il faut qu'ils se jettent dessus. Alors en fait, Tourne un peu. c'est pas Don't Panic, c'est Indis Edition. Hein. Oui, Initiative. Indis Edition, c'est la société sœur de Don't Panic qui fait l'édition de livres. Mais c'est les mêmes équipes, c'est les mêmes gens. Donc on parle très souvent d'Initiation dans nos émissions, notamment dans les matinales, puisque quand on vous cite les jeux qui sortent au fur et à mesure des sorties, assez régulièrement on a l'occasion de vous parler de jeux de rôle notamment.
avec Jérôme, notre spécialiste jeu de rôle, et voilà, il y a souvent le nom d'Inis Édition parmi les éditeurs qui nous proposent de nouveaux jeux de rôle. Bah, en fait, le jeu de rôle, comme vous le Oui, savez, j'ai pas fini. Tu vas ouvrir toutes les portes. Oui. c'est un... Non, mais vas-y, ouvre les portes. Hein. Et attention, hein, parce qu'il paraît qu'il y a un beholder, donc méfie-toi. On va ranger ce livre dans ma armée. Je pense que ce pop-up va être très utilisé. C'est possible. C'est J'en possible. amenais beaucoup à Ça, c'est le l'école genre quand j'étais d'élément. maîtresse et ça marche vraiment incroyablement les pop-up avec les enfants. C'est génial. C'est le genre de choses qu'on va poser à un endroit et pour que les gens puissent le manipuler parce que vraiment, il faut que ça vive un pop-up. Donc tu nous parlais d'Inis Édition. Et justement, ça tombe bien, t'as une petite image, Inis Édition. Je suis trop fort. Et donc on édite des livres, hein, on fait des romans, on fait pas mal de choses, mais on fait aussi des ouvrages, on va dire, entre guillemets journalistiques, c'est-à-dire où on explique des choses, voilà. Et comme vous le savez, Inis Édition. Alors pour la petite histoire, ce phénix et le nom Inis sont le blason et le nom d'un de mes personnages de GN. Ah oui. Il y a très longtemps. Mais ça arrive souvent par contre, hein, que des noms de maisons d'édition soient inspirés soit de personnages de jeux de rôle, de jeux vidéo parfois, hein, qu'on a créés il y a très longtemps, ou de jeux de rôle grandeur nature comme tu les vis également. Donc voilà, donc Inis Édition, donc on fait des choses, et puis on fait aussi des ouvrages comme La Grande Aventure du jeu de rôle, qui est un livre sur l'histoire du jeu de rôle. Donc voilà, ici, Écrit Grande par, Aventure, Julien Pirou. Écrit par Julien Pirou. Toute l'histoire des origines à nos jours. De l'appel de Cthulhu à Cyberpunk Red. Donc les jeux de rôle. On a gagné un prix aux Utopiales pour ce livre, le prix du jury, donc on est assez content. Et il n'a pas beaucoup d'équivalent. C'est le seul vraiment. Alors il est d'un point de vue anglo-saxon comme français en fait. Oui. Préface de Maxime Voilà. Chatham. Et c'est des livres avec beaucoup de photos à l'intérieur, beaucoup d'illustrations. Voilà, et on continue à faire. Alors, je peux vous cacher que les livres sur l'univers du jeu, c'est pas les best-sellers, mais oui, mais ça va. Là, c'est un. Est-ce que je te pose une question qui est une question choc, hein, forcément. Est-ce que tu publies pour une question de rentabilité ou pour te faire plaisir sur ce type d'ouvrage? Alors, j'ai envie de vous dire, c'est toujours le problème quoi que tu fasses. Que tu fasses de l'animation japonaise, du bouquin ou du jeu, d'accord, c'est toujours la question qu'il faut se poser. Et la réponse que je donne, c'est il faut faire des trucs pour se faire plaisir, oui. Mais pour faire des trucs qu'il faut se faire plaisir, il faut qu'on fasse des choses qui soient rentables, sinon ça marche pas. D'accord. Donc, non, évidemment, cet ouvrage, cet ouvrage a relativement bien marché, cela dit, mais il faut y croire. Si pour faire un bouquin pour le vendre à 200 personnes, en fait, ça sert à rien. Le but d'écrire un livre, c'est que les gens ils le lisent. Donc, c'est aussi ça. Donc, après, il n'y a pas besoin qu'il y ait 10 000 personnes qui le lisent, il faut juste qu'il y ait des gens assez intéressés et qui l'apprécient. Alors, nous, on essaye d'avoir une ligne éditoriale assez exigeante. Cette gamme qu'on appelle les guides, le principe, c'est il faut que, d'abord, il faut que ce soit, c'est bien illustré, etc., parce que c'est pas que du texte. Il faut que quelqu'un qui connaisse le sujet lise et ressorte en ayant appris des choses. Et il faut que quelqu'un qui ne connaisse pas du tout le sujet lise et sorte en ayant l'impression de connaître le sujet. D'accord. En fait, c'est ça le. Donc, et on ne fait pas que sur le jeu, hein. On a Cyberpunk, on a le livre de Licorne de Bruno Feiduti. Que j'ai lu entièrement. Voilà. Tu vois. Donc, Et le livre de Licorne de Bruno Feiduti, là, c'est vraiment très très pointu. Là. C'est très pointu, Ouais. c'est difficile à vendre, mais par contre, c'est un magnifique ouvrage. En fait, j'ai trouvé vraiment passionnant. Moi, j'ai fait des études de littérature, donc c'était tout à fait dans la lignée de ce que je pouvais aimer, mais ce que j'ai apprécié, c'est le petit chapitrage qui te permet d'avoir une information très pointue sur un truc. Ça dure un chapitre, tu passes à autre chose après. C'est vraiment bien fait. On a une histoire du manga moderne, oui, un monde de jeu. Un monde de jeu, c'est ça. Voilà. Très très bon choix de titre. Ouais. Je connaissais celui-ci parce que Oriol Icoma m'en avait parlé quand il l'initiait. Il était venu me voir en me disant je vais adapter mon livre qui existe déjà en version espagnole. El Mundo, je sais plus le truc. Joc. El Mundo del Joc. Del Joc, ouais, c'est ça, ouais. Donc forcément c'est le même titre. Ça c'est un livre qui retrace l'histoire de. Alors, l'idée d'Oriol, c'est qu'il retrace l'histoire, mais pas tant, enfin l'histoire des mécaniques de jeu. Oui. Donc ce premier volume, c'est tous les jeux classiques, l'histoire, les différentes, et il y a des schémas, donc en fait on apprend à jouer en même temps qu'on comprend les changements.
Et là, on va avoir un deuxième volume qui va enfin arriver sur les jeux modernes. Et pareil, c'est pas l'histoire, c'est les grandes lignes, les grands changements de jeu, les jeux qui ont suivi, etc. Donc, par exemple, le jeu de draft, Seven Wonders, qu'est-ce qui a été fait depuis Seven Wonders, etc. Les grandes entre guillemets, révolutions modernes dans les concepts de jeux de société. Donc c'est un jeu, c'est mi-historique, mi-thématique en fait. Du coup, ce livre, il faut la tête de Auriol pour le faire, parce que sinon, personne ne peut écrire à sa place. Et je l'avais en version espagnole. C'est quelque part, il me l'avait envoyé. Et donc, on a essayé de faire des jeux de rôle. D'abord parce que c'est ce que je joue peut-être depuis le plus longtemps. Ensuite, parce que on a l'idée d'amener des univers japonais. Donc, alors c'est le cas de ces deux-là. Pas forcément. Donc ça, c'est pas japonais. C'est quand même très d'inspiration japonaise. C'est inspiration JRPG. Donc mon premier jeu de rôle, une traduction d'un jeu américain. Alors l'idée, c'est un jeu à colorier, en fait. Il nous en a parlé, Jérôme, sur la chaîne. Tout est à colorier. Tout est à colorier. Il y a des cartes à colorier, des monstres à colorier, etc. Et ça se joue. Alors je pense qu'il faut que le maître de jeu, il ait au moins 8 ans peut-être. Ouais. Voilà. Et par contre, derrière, sa bosse. À 5 ans, ça joue quoi. Oui, c'est très accessible. C'est vraiment original ça dans la mécanique. Il y avait déjà eu une édition ailleurs ou c'est vous l'éditeur? Non, c'était l'éditeur d'Amérique, mais c'est nous qui l'avons fait en français. Et en fait, ils l'ont pas imprimé. Ils l'ont fait qu'en PDF. Ah oui. Donc c'est la seule édition imprimée. Seule version imprimée. Et on a donc ça, on a plusieurs manuels. On a l'ABCDR des monstres, on a les scénars. 4-5, Et ça, c'est Fabula Ultima. Fabula Ultima, c'est sur un univers japonais cette fois-ci. Alors, c'est un simulateur de JRPG, donc de jeux vidéo, jeux de rôle vidéo, donc Final Fantasy pour résumer. Fabula Ultima, en latin, ça veut dire Final Fantasy en fait. Sa traduction de. C'est un jeu fait par Need Games en Italie. On est les premiers à l'avoir édité parce que le jour où ils l'ont sorti en Italie, à Modène, qui est leur salon de jeu, j'y étais, j'ai vu l'image, j'ai fait ça. Qu'est-ce que c'est? Parce que c'est pas rare de voir des images à la japonaise. Oui. Par contre, des images à la japonaise dont on ne puisse pas dire que ça vient d'un truc fait par des occidentaux, c'est très rare pour quelqu'un comme moi. Et là, c'est un sans faute. D'accord? Et c'est un jeu, alors que j'ai immédiatement adhéré, c'est un jeu, il est sorti fin d'année dernière en France. Il a gagné le Annie Award du jeu de rôle aux États-Unis, donc c'est la plus prestigieuse. C'est le plus prestigieux prix pour un jeu de rôle a priori aujourd'hui. Et on a de très très bons retours dessus, j'avoue. Voilà. Mais le système est vraiment intéressant. C'est-à-dire que c'est un système collaboratif où les joueurs collaborent à l'histoire avec le MJ. Donc le MJ il fait son histoire, mais les joueurs peuvent le challenger pour intégrer leur personnage plus avant dans l'univers. Donc par exemple, il y a un PNJ, il y a un méchant, et moi je dis, mais nous nous connaissons, nous ne sommes pas croisés sur le champ de bataille, de la grande bataille de machin il y a 10 ans, et le MJ peut soit prendre ça et l'intégrer, ou dire non, mais voilà, et du coup, le système est plus fluide et plus collaboratif. Et on a noté d'ailleurs que quand on joue avec des jeunes joueurs, ils comprennent beaucoup plus vite que des joueurs qui ont l'habitude du jeu de rôle, parce que c'est une mécanique naturelle, mais dont tu n'as pas l'habitude si tu joues à Donjons & Dragons. Donc voilà, il y a plein de choses, il y a tous les codes du JRPG, donc tu sais, je sais pas si tu as déjà fait des Final Fantasy, mais tu as les éléments opposés, ça te donne des bonus, des malus, tu as tout ça. Et c'est d'approche assez simple. Et ça, c'est le Quick Start. Donc ça, c'est pour jouer très rapidement. Voilà, tu as un scénar, tu as tout ce qu'il faut, en 2 heures, tu as joué. Parce que là aussi, on a plusieurs éléments. On a évidemment ce jeu complet, là. On a la version très rapide pour pouvoir jouer très rapidement. Évidemment, je crois qu'il y a l'écran aussi que vous proposez. Ouais, il y a l'écran. Encore une fois, j'ai pas tout pris. Et puis la chose on travaille vraiment sur des univers de manga. Alors le premier qu'on a sorti, c'est Cowboy Bebop. Mais on travaille vraiment sur des univers d'animés. Ça, c'est des créations qu'on amène. Donc on a Cowboy Bebop, on a annoncé Ghost in the Shell, pour ceux qui connaissent. Mais on a pas mal de choses en cours. Et il faut quand même dire qu'il y a beaucoup de mondes de l'animé japonais qui sont pas très explorés et qui sont très très intéressants et dans lesquels moi j'ai envie de jouer, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui ont envie de jouer, donc utiliser... Parce que le jeu de rôle, je dis souvent, c'est bon, il y a Donjons et Dragons, il y a Cthulhu, il y a des ambiances, et puis il y a peut-être Star Wars, c'était le premier exemple intéressant, mais quand on joue à Star Wars, quelle que soit la scène, on a l'impression de voir une scène du film, quoi. On est en train d'intriguer dans une... En fait, comme on a... c'est une aide à l'imagination assez colossale, en fait.
Et c'est pour ça que c'est bien d'adapter des œuvres existantes, audiovisuelles ou autres, en jeu de rôle, parce que ça permet de se projeter plus facilement. En fait, alors c'est ce qui est un plus et un moins, hein, tout le monde, mais parce que Donjons et Dragons c'est plus théorique, parce qu'il y a moins de... voilà, ça marche très bien aussi, mais il y a ce côté. Et il y a des univers intéressants. Ghost in the Shell, en termes de science-fiction, c'est un univers très très intéressant, par exemple. C'est un classique du cyberpunk, voilà, d'ailleurs, le cyberpunk est quelque chose qui est très inspiré du Japon à la base, donc les Japonais apportent beaucoup de choses dans le cyberpunk, dans le genre, en règle générale, quoi. Alors, on a parlé de jeux de rôle, on a parlé de jeux de société, on n'a pas parlé de la taille de la boîte aussi, c'est une question que j'aime bien poser. Don't Panic Game, aujourd'hui, c'est combien de personnes? On est en moins de 10. On est peut-être... Alors le problème c'est qu'on est 2 sociétés sœurs. Oui. Donc à 2 on est 15. Entre Unis 15, et Don't Panic Game. 15, 16. Alors il y en a qui travaillent que sur une, il y en a qui... Voilà, mais on est dans le même espace de travail. Oui. Donc Oui. Une quinzaine. Une quinzaine de personnes, donc ils travaillent sur tous les jeux dont on a déjà abondamment parlé. On va continuer à regarder, hein, parce qu'il y en a quelques-uns qu'on n'a pas cités parmi ceux qui sont derrière nous. Par exemple, Above, qui est juste ici. Above, Il est toujours proposé, celui-ci, toujours au catalogue? Il est toujours au catalogue, oui. Un très chouette jeu abstrait. C'est vrai que votre champ d'investigation est assez large quand on voit. En fait, c'était un coup de cœur ce jeu. Oui. J'ai vu le proto, c'était vraiment un coup de cœur. Et après, on a travaillé à le thématiser, mais c'était vraiment ça, quoi. Donc, alors, très grosse boîte, assez inhabituelle dans nos rayonnages. Non, on sait alors jamais trop où la ranger. je vous cache pas que c'est le truc qui a fait couler le plus d'encre. C'est vrai, la taille C'est de la la boîte. taille de la boîte. Ah, c'est vrai. Ça rentre pas dans une Kallax. Ça ne rentre pas dans voilà, une désolé. Kallax. Nous avons fait un jeu qui ne rentre pas dans une Kallax. C'est une honte. Il ne faut Et pas. celui-ci, c'est vous qui l'avez fait en interne, hein. C'est pas une traduction. Non, c'est nous, ouais. Contrairement à Age of Rome, dont on a pas Et je parlé crois non que c'est une plus. traduction et c'est un gros jeu. Je peux pas le soulever. On a quelques gros jeux en J'ai trop traduction. mal à l'épaule. On a Age of Rome, on a Hegemony, Oui. Qui est peut-être le plus gros jeu sorti l'année dernière. Voilà, dont il a été question l'année dernière, c'est vrai qu'on en a parlé, Ouais. des On experts a en un ont nouveau parlé. jeu qui sort là qui s'appelle Miss Win en traduction, Oui, qui est très très beau et qui est un peu déroutant parce qu'en bac fait, à sable, hein, celui-ci. ouais, il y a pas de... c'est exactement ça. C'est un bac à sable, c'est-à-dire que on va coloniser une vallée, chacun a un personnage, donc le bûcheron, le machin, donc chacun a un gameplay différent. Et en fait, il n'y a pas de fin, c'est-à-dire que le jeu il se sauve. C'est-à-dire que j'ai un plateau en plastique, j'ai tous les éléments, hop, je mets le couvercle dessus, je le remets dans la boîte. Et puis derrière, je reprends le truc et je peux reprendre la partie où je voulais. Alors il y a des gens qui sont un peu désarmés parce qu'ils disent mais ça finit quand, mais qu'est-ce qu'ils gagnent? Et en fait, non. Ah, mais c'est pas le principe. C'est un des principes du bac à sable. Il n'y a pas de zombies qui viennent manger vos pixels pendant la nuit. Voilà. Donc on a quand même et ça c'est des jeux qui nous plaisent, c'est Oui. des jeux, voilà. Et c'est des jeux assez difficiles à traduire, donc d'où la panique quand il s'agit de règles mal traduites, parce que nous aussi on fait des erreurs, malheureusement. Alors des fois parce que on n'a pas fait assez attention, des fois parce que on a un changement dans la traduction à la dernière minute, et du coup ça fait des conflits de version, et voilà, donc après on met toujours les dernières versions des règles en téléchargement, etc. On essaie de faire des packs. Donc l'hégémonie, il y a des erreurs dans la version française parce que ils sont arrivés au dernier moment avec des trucs changements, et du coup comme ça c'est passé entre le traducteur et le relecteur, et voilà, on aurait peut-être dû dire non, on a besoin de plus de temps, et voilà. Mais bon, cela dit, on nous dit régulièrement que nos traductions sont bonnes et qu'on est les plus à l'heure dans nos traductions, donc ça va. En tout cas, on nous dit souvent qu'on est les plus de tous les internationaux, on est parmi les plus ponctuels dans des traductions, et c'est pas peu dire, parce que quand vous devez sortir un jeu en 5 langues et vous avez 5 traductions qui arrivent en retard, je peux vous dire que c'est une vraie... voilà. C'est une organisation. Un autre où c'est compliqué, c'est Final Girl, parce que Final Girl c'est Oui, des productions celui-ci, avec 6 jeux en même temps. Exactement, il y a plusieurs boîtes qui sont sorties en même temps, qui a eu un très bon écho aussi. C'est vrai que là, vous avez fait une belle année. Ouais, l'année 2023. mais Final Girl, par exemple, c'est un jeu... Alors, en plus, on l'a commandé, c'était la fin du Covid, etc. Oui. Donc on n'a pas commandé assez, ça a été épuisé. Mais c'est un jeu particulier parce qu'il faut la boîte de base où on peut pas jouer, et après des scénarios. Et en fait, on n'a jamais cette boîte de base, c'est-à-dire que le ratio qu'on a calculé n'est pas le bon. Donc là, présentement, la première saison est disponible, mais il n'y a pas la boîte de base. C'est-à-dire C'est que un peu problématique. voilà, les joueurs qui ont la boîte de base, ils peuvent acheter des scénarios supplémentaires, Ouais. mais les autres, il faut qu'ils attendent. Alors ça arrive, hein, mais donc d'ailleurs, on est désolé, mais c'est un peu particulier.
Ça s'est un peu fait en partie pendant le Covid, etc. Mais c'est un très très bon jeu qui marche très bien. Et c'est un jeu solo, Oui. par contre. C'est la particularité. Et Jeu c'est, solo. c'est un jeu solo du même auteur. Alors on avait son jeu précédent, qui est Négociateur prise d'otage. Mm. Qui est un bon jeu, mais dont les principes sont un peu les mêmes que... Enfin, c'est un peu l'ancêtre de Final Girl. Et l'idée, c'est qu'on va négocier avec un otage dans une situation de prise d'otage. Et il y a des scénars. En fait, les scénars, c'est des paquets de cartes et c'est des otages, parce qu'il y a plein de types d'otages. Il y a l'infirmière qui a plus rien à perdre dans la vie, donc qui peut être un boulon. Il y a plein de choses un peu bizarres. J'ai une question là, entre ces différentes activités dont on a parlé, comment tu répartis ton temps aujourd'hui? Est-ce qu'on te voit, alors la personne qui crie le plus fort croire est la personne dont je m'occupe. Ah, je connais ça. Non, Oui. mais en plus, il y a ce que j'aimerais et il y a la réalité. D'accord? La réalité, c'est que ce que j'aimerais, en fait, c'est passer du temps sur du game design, enfin, au moins du développement Ouais. de jeu, sans aller jusqu'au game design, Oui. parce que tu vois, sur de la direction de collection, voilà. Accoudé au bar, en lisant, Alors, un il bouquin y a publié beaucoup par de Ennis. bruit au bar, mais il y a plein de trucs sympas à faire au bar. Mais par exemple, non mais en fait, il y a un truc sur le bar, c'est que bon, ceux qui connaissent les bars avant la fin du monde, vous savez que vous avez une ludothèque dedans. Mais Oui, quand on a ouvert le bar, on s'est sincèrement posé la question, est-ce que les gens vont jouer? D'accord? C'est On vrai. ne savait pas. Il y avait Parce que presque là, maintenant, pas il y en a de bar à partout, des jeu à bars. l'époque, Ouais, etc. Et de toute façon, on a un modèle complètement ça a différent. été quelque chose, hein, l'ouverture du bar. On en a beaucoup parlé et je me souviens qu'à à la soirée d'ouverture, d'inauguration, il y avait vraiment quelque chose d'assez fou et de beaucoup d'enthousiasme d'ailleurs. Il y a eu beaucoup, et en fait, les premiers qui sont arrivés dans le bar, ils sont assis, ils ont qu'est-ce qu'on fait? Ils ont vu les jeux, ils ont pris un jeu, ils ont Ouais. joué. Ils disent, bon, bah c'est gagné. Et les derniers bars avant la fin du monde n'est pas un bar à jeu, c'est un bar avec lequel il des y a jeux. des jeux, Et il y ouais. a toujours des gens qui jouent, mais tout le monde ne vient pas pour Avec jouer. 2 niveaux, avec Et ça c'est cool parce que y a n'importe toujours quel ce moment, trône, si je veux tester un jeu, etc., je peux y aller et je suis sûr que je peux trouver des gens pour jouer avec moi. il y a toujours le trône de fer qui était là à la première Oui, année. mais il est fermé parce qu'on n'a plus accès à cette partie pour des raisons de sécurité. Donc Ah, mince. il n'y a que moi qui peux le voir. Elle est partie Mais- au sous-sol. Oui, des- parce qu'il y a eu des changements de règles et donc mince. on a fermé malheureusement une partie. Par contre, je connais le boss, donc si, Ah. tu veux, Ah, si bah. vous voulez le voir, on peut négocier, tu vois. Enfin, tu vois, je connais un gars qui connaît un gars, tu vois. Si tu sors de chez Ouais, parce que je connais Ok. je connais la Si vous me laissez partir, je vous emmènerai voir le trône. Voilà, il y avait un trône de fer. J'ai fait. Alors voilà, ce que j'aimerais bien, c'est travailler sur ça. En réalité, tout ce que je fais, et je fais aussi des concerts, et je fais, me demande beaucoup de temps administratif. T'as aussi une image. Oui. Beaucoup de temps de voyage, ça c'est bien, mais beaucoup de temps administratif, de gestion. Et malheureusement, c'est difficile de s'en débarrasser, enfin de plus l'avoir, parce que il faut comme vous pouvez imaginer, c'est très dur d'avoir une diversité de compétences comme la mienne. Donc dans ma tête, en fait, il y a surtout moi qui me retrouve, les autres ils ont du mal. Alors il y en a qui y arrivent à peu près, mais donc je suis quand même obligé de piloter, de diriger, voilà. Et alors ça me fait plaisir quand des fois c'est des directeurs de collection, c'est des projets, voilà, mais en vrai, ce que je préfère c'est le lancement du projet quand on établit les bases, Oui. etc. Mais je dois le laisser trop tôt. Voilà, c'est comme ça. Mais en vrai, c'est ce que j'ai dit, c'est comme j'ai des doubles compétences, je peux pas me consacrer qu'une chose parce que derrière le reste ça part bien. J'ai un défaut aussi, c'est que c'est difficile de travailler avec moi parce que T'as toujours l'impression qu'on te kidnappe. exactement. Parce que dans ma tête ça va très vite. Ouais. Donc quand on me demande d'expliquer quelque chose, je l'explique. Mais en vrai, souvent les gens ne comprennent pas parce que je l'ai expliqué avec des choses qui sont évidentes pour moi. Et du coup, ils n'osent pas forcément demander parce qu'ils ont l'impression d'être des idiots, ce qui n'est pas du tout mon intention, mais voilà. Et donc j'ai beaucoup de mal à gérer les gens. Dans le travail, quoi. Malheureusement. Donc je suis désolé pour tous les gens qui pensent que je suis un bourreau et que je maltraite avec qui j'ai travaillé. Mais telle n'est pas mon intention, mais c'est vraiment... je me rends compte, hein. Alors au début je me disais, c'est pas possible. Non, c'est que c'est difficile de suivre. Et aussi, je suis très multiple, donc je vais assez vite sur tout. Et bon, c'est une qualité, mais c'est aussi un défaut.
Oui, bon, on l'a compris, là, je pense que vous qui avez regardé cette émission, vous avez vu le nombre de choses dont on a parlé en termes de création diverses et variées. Il y a pas mal, tu as un joli livre d'images, de souvenirs en tout cas, qu'on a pu regarder. On a très peu parlé des événements que tu organises également. Aline a parlé des concerts. C'est parce qu'elle veut venir. Ouais, bah oui, tu m'as dit que tu allais à un concert Ennio Morricone, tu fais ce genre de choses aussi? Oui, on fait un concert à Ennio Morricone bientôt à Paris. Ouais. Là, parce que moi, honnêtement, les musiques de dessins animés, je sais pas ce que tu m'as dit le plus. J'en ai fait un, hein, je suis venu voir l'un de vos concerts, un des événements. C'était lequel? Alors, c'était à Paris et c'était autour de l'univers geek, si je me souviens bien. Et il y a eu notamment pas mal de génériques de dessins animés. Oui, mais c'était pas nous ça. C'était pas vous? Non, je pense pas. On n'a pas ça. Et là, okay. On fait. Ça me passionne pas en tout cas. Par contre, Ennio Morricone, voilà, c'est exactement dans mon cœur de cible. C'est le cœur de cible. C'est dans moins d'un mois à Paris. Ah. Mais on le refera, je pense. Ah, bah je reviendrai peut-être. Et là, on fait un Daft Punk symphonique. Ça, c'est moi mon truc. Et un Joey Hisaishi. Ça peut-être. mais bon, après, je veux dire, on a aussi un concert de Louis de Funès, tu vois. Donc, un concert de Louis de Funès? Ouais, avec des extraits des films et la musique en symphonique sur les films. Donc, tu vois, comme quoi, comme je dis, on n'est pas fermé. Pourquoi? Parce qu'on a une Louis de Funès et qu'on s'est dit, il y a un truc à faire, et puis. Ah oui. Puis voilà, tu vois, donc mais c'est le jour où il n'y a plus ça. Du Maurice Jarre, du Michel Mann. Le jour où tu te dis plus, ah putain, ça c'est une bonne idée, j'ai vraiment envie de le faire. Ouais. Bah, c'est bon pour la retraite, quoi. Tu vois, alors des fois tu te dis, bon, bah ça m'intéresse pas, mais ah bah oui, mais ça t'intéresse. Bah, okay. Bah typiquement, je l'aide, moi je sais pas trop, mais tu vois, il y a des gens qui s'intéressent, donc on y va. Le jour où tu es là et tu te dis ah bah non ça c'est nul, ah bah j'ai pas envie de faire ça, mais etc., bah c'est qu'il faut arrêter quoi, enfin je veux dire c'était autre chose, ça m'est jamais arrivé. Bah si ça m'arrive, mais ambiance pendant une journée ou 2 journées et après ça prend, donc ça s'apparente plus à de la fatigue qu'à un manque d'enthousiasme. On va terminer sur une dernière animation puisqu'on a parlé du bar. On va te proposer de choisir... Vous me proposez un cocktail? Ah non, pas un cocktail, mais les derniers trucs que tu ferais... Avant la fin du monde? Avant la fin du monde, dans plusieurs catégories. Première chose, je me réfugie dans mon bunker anti-zombie. T'en as un? Au dernier bar, il y a un bunker anti-zombie. Oui, en dessous, oui. Effectivement, ouais. C'est écrit sur l'aventure. Et des fois, les gens y passent, ils disent, il y a marqué espace privé, wifi, etc. Et bunker anti-zombie, tu vois, les gens sérieux, et puis tout à coup, ils font... Alors, un dernier concert auquel tu assisterais, si c'était le dernier, tu sais qu'après, c'est la fin du monde, la météorite s'écrase sur la Terre, et on va terminer. Lequel? Dead Can Dance. Dernier concert, Dead Can Dance. Je sais pas ce que c'est. Tu connais pas Dead Can Dance? Non. Oui, alors, Dead Can Dance. Je connais I Can Dance. Dead Can Dance, c'est un groupe de musique composé de Brendan Perry et Lisa Gerrard. D'accord. Alors je sais pas si vous voyez qui est Lisa Gerrard, mais c'est celle qui chante dans Dictator par exemple. D'accord, oui. Elle a une des plus belles voix. Oui. Voilà. Et Brendan Perry, c'est un spécialiste de musique alternative, d'instruments alternatifs. Ils sont tous les deux australiens. Et alors ils sont recomposés là, mais ils ont fait ils ont appelé leur premier CD s'appelle Dead Can Dance, les morts peuvent mourir. Ils recomposent des musiques médiévales. Ils font des trucs à base de voix, des trucs un peu mystiques. Ça marche super bien dans plein de parties de jeux de rôle. D'accord ? Je peux vous dire que le nombre d'heures de parties de jeux de rôle que j'ai fait avec Dead Can Dance. Évidemment, je suis un grand fan de Dead Can Dance. Je suis pas le seul, hein, il y en a d'autres dans la zone. Je crois que Bruno Feiduti était venu au concert, je l'ai croisé la dernière fois. Par contre, effectivement, c'est une époque où ils sont plus... voilà. Il y a un côté nostalgie, mais il y a un côté, c'est quand même fun d'aller voir un concert de Dead Can Dance avant la fin du monde, quoi. Non, c'est sûr. Ça a le bon titre. Non, moi je reste sur Ennio Morricone avec quelques c'est chants de... Tu vois, c'est la fin du monde. Ennio Morricone, c'est la fin du monde Deadlands. Tu vois, c'est pas... c'est particulier. Donc... Une dernière discussion, Aline, qu'est-ce que tu as entendu par là? Ah, avec qui? Avec qui tu as envie de parler juste avant la fin du monde, qui est la dernière personne avec qui tu as une bonne discussion. Toutes les personnes qui vont pas se reconnaître, qui vont être déçues. Ah, mais ça peut être... C'est terrible cette question-là. Hein. Moi, c'est avec ta maman, Aline. Le truc qui me vient à l'esprit. Ok. J'ai cherché un truc où tu te dis, pourquoi pas moi? Non. J'irai voir ton père. Avec Dieu. Avec Dieu. Non, je vous dirais bien, mais, il est déjà mort, donc peut-être dans l'interstice avec Douglas Adams, l'auteur de... Ah oui. L'auteur de Hitchhiker's Guide to the Galaxy, de l'Autostoppeur, ouais.
C'est vraiment s'il y a une personne avec qui que j'aurais aimé rencontrer, avec qui j'aurais aimé avoir une discussion, c'est lui. Bonne réponse. Aline? Victor Hugo. Victor Hugo. Ah bah, Il a tout tout- si c'est possible. non, Il a déjà si tout c'est raconté. possible. Tu vas bah, le croiser, il justement. va te dire bon, bah qu'est-ce qu'on mange? Il va te dire des trucs extrêmement Ouais. banals de la vie Alors, plus quotidienne. fun alors, James Joyce, dans le même Ouais, registre. super. Là, j'ai ouvert une porte. Hein. Pardon, J'ai ouvert une il y a porte avec une faille Douglas Adams. spatio temporelle, je m'y suis engouffrée. Moi, j'aime bien les histoires de paradoxes temporels. J'adore. Un dernier film. Ah, Dernier film que tu regardes. il y a des contenders. Enfin, moi, je sais pas, moi. Alors, la réponse facile, c'est Star Wars. On Ouais. contre-attaque le retour du Jedi, mais j'aime pas les réponses faciles. Donc je vais dire Galaxy Quest. Parce que quand je suis déprimé, je regarde Galaxy Quest. Et après, je suis plus déprimé. Parce que c'est un moyen de rire. Vous l'avez vu? Non. Non, on l'a pas vu. Ouais, on note voilà. des trucs là, en fait. Là, on a plein de On a une références liste à maintenant. regarder derrière. Alors, Galaxy Quest, c'est un film avec pas mal d'acteurs, dont Sigourney Weaver. Ah, bah alors, faut que je regarde. Voilà. J'adore Et Sigourney Weaver. c'est en gros Galaxy Quest, c'est Star Trek. Ouais. Et ça commence dans une convention de Galaxy Quest des années après, avec tous les acteurs qui étaient dans le vaisseau original de la Galaxy Quest. Mais en vrai, il y a des vrais aliens qui viennent les chercher parce qu'ils ont vu la série et ils ont besoin d'eux pour. Voilà. Et c'est une comédie vraiment bien sentie. Et évidemment, le geek et fan de Star Trek que je suis ne peut que. Voilà. Mais franchement, c'est un film qui a été mal distribué, qui est très difficile en France. Mais franchement, j'ai jamais personne à qui j'ai dit de le voir. Qui n'a pas aimé? Qui n'a Qui pas n'a Eh aimé. ben, on sera peut-être les premiers. Voilà. Et si vous aimez pas, vous pourrez me. Voilà. Mais Galaxy Quest fait partie des films. Alors après, les autres films que je regarde souvent, il y a Big Lebowski, Ouais. il y a Spinal Tap. Ouais. Vous avez vu Spinal Tap? Non. Vous connaissez, vous avez entendu parler de Spinal Tap? C'est le mockumentary sur un faux groupe de hard rock qui revient. J'en ai entendu parler, voilà. je crois. C'est le premier Ouais. mockumentary. Mais bon, comme c'est la fin du monde, je vais dire des comédies parce que on a envie de finir dans la bonne humeur, quoi. Aline? Toi, Scooby-Doo, hein, c'est ça? Non, Les Incorruptibles. Les On va voir Incorruptibles. dans le même film, dans la même soirée, à peu près tout ce que j'aime. Ouais, mais il était une fois en Amérique, c'est mieux. Parce que les Ouais. Incorruptibles, le film est un peu en dessous quand même. Enfin, je vais Non. sentir je sens la scène de ménage là. Pas la du sens tout. pour On un aura moment, peut-être c'est le pas temps de regarder les deux. Vous inquiétez pas. Ça S'ils sont dépend, pas quoi. contents, je les mettrai devant Galaxy Quest et ça va se résoudre. On va regarder Galaxy Quest. Est-ce que tu fais du jeu vidéo? Un dernier oui. jeu vidéo? Je fais du jeu vidéo, je suis obligé. Ouais, t'es obligé. Ah bah attends. Je suis geek. Je suis Je vais geek, dire. monsieur. Non mais non mais parce que définition. je joue au jeu de rôle grandeur nature, au jeu de société et je joue pas aux jeux vidéo, c'est quoi ce truc? Tu vois, c'est Mais la il y a un crédibilité. problème, bien sûr. Et alors, Le dernier jeu vidéo auquel je jouerais, Ouais. Witcher. Witcher. Mm. Trop compliqué pour moi, je crois. On m'a dit que c'était. On m'a dit Martin le fait pas, t'as pas le niveau. Donc je l'ai toujours pas fait. Coucou Sylvain. Bah, tu le mets en facile. Bah oui, Ouais, bah, tu vois, tu m'as pour empêché les Sylvain de Witcher, faire des trucs, il suffit de le mettre en facile. J'aime beaucoup. Le dernier que j'ai fait, c'est Baldur's Gate. Vraiment. Moi je l'ai acheté. Oui. Non mais Martin, déjà, il fait les jeux vidéo si par tu veux, procuration. j'ai tellement Il pas les le temps achète que à je notre commence à fils. les acheter et puis après on verra si je trouve le temps. Non, mais Dis Witcher, celui-là, il je faudrait pense, le faire. alors il y a Witcher, j'aime beaucoup Horizon Zero Dawn. Ouais. Zero Dawn, j'aime beaucoup. J'ai Baldur, ça va. Je pense que les trois meilleurs jeux vidéo de l'histoire, c'est The Witcher, Zelda. Knights of the Old Republic Ouais, d'accord. et Planescape Torment. Ah d'accord, tu mets pas Ah. Breath of the Wild de Zelda Non, dans la Je suis liste. pas un joueur de Nintendo. D'accord. Moi, je joue Moi non à plus, mais hein, mais celui-ci je c'est le pas fais quand même. mon Nintendo, c'est trop. Je sais qu'il y a des gens qui vont mais j'aime bien, mais j'ai du mal à m'intégrer dans leurs univers Ouais. un peu enfantin, donc je préfère les jeux que je vous donne tu vois, c'est des jeux qui sont réalistes, qui sont un peu Ouais. sombres, qui sont voilà. Donc ça vous dit pourquoi j'aime moins Nintendo, quoi. Un dernier jeu de société. Juste avant de mourir. C'est horrible. Ce thème est horrible. Pardon, mais. T'es en train de- non. J'espère qu'on arrivera jusqu'au score final quand même. Tu vois, parce que- c'est quand même un espèce de Ouais. dernier truc qui te fait plaisir. quoi. Ah ouais. Pff, moi je sais pas. Alors j'adore Moi le jeu de j'ai un société. dernier bar, hein, donc J'adore le jeu de société. Je sais pas si c'est juste avant la fin du monde. Je me rue sur un jeu de société. Je suis pas sûr. ouais. Ça dépend. Est-ce que tu as quelqu'un avec qui discuter avant de... Bah, je sais pas. Tu vois, il y a tellement de choses entre choisir. C'est aussi reconnaître l'amour qu'on peut avoir pour un domaine, une catégorie, de loisirs, que de savoir les moments qui nous plaisent dans ce. Parce que tu es sérieusement en train de penser que tu vas devoir choisir le dernier Non. jeu avant que le monde s'écroule. Bon, ok, répondons à la question. Le dernier jeu de société auquel on jouerait avant la fin du monde. Est-ce que tu en as un qui te vient à l'esprit?
En première réponse, j'ai envie de dire 2 minutes, mais c'est trop compliqué pour jouer avant la fin du monde. Fantasy Realms. Fantasy J'ai Realms. bien un petit Fantasy Realms. Aline, t'en as un, toi? Comme ça, des cryptos. Un des cryptos, ok. Je l'ai dit, hein, moi, les jeux de lettres, de quiz. Ouais, bah oui. J'ai pas d'idée, moi, je sais pas répondre à ça. Un dernier livre avant la fin du monde. Il y en a quelques-uns. Hein. Bah, oui, on a compris. Dernier restaurant avant la fin du monde. Enfin, Oui, voilà. Bon, mais c'est trop facile, j'ai trop dit, donc il faut que j'en trouve un autre, quoi. Bah peut-être, je sais pas. Bah, j'ai eu beaucoup de livres, mais je pense qu'effectivement, l'Autostopper Galactique, c'est vraiment... Pareil, c'est le truc que je relis... voilà. Moins Terry Pratchett, par exemple. Ouais. Il y a plus de fans de Terry Pratchett, mais Terry Pratchett, je le trouve pas aussi brillant C'est plus alambiqué aussi. que Douglas Adams. Ouais. Douglas Adams, mais je veux dire, la première fois que j'ai lu, je me rappelle, j'étais jeune, j'étais en vacances en Italie, je crois que toute la famille a cru que j'étais fou. J'étais mort de rire, mais au milieu du jardin, en train de prendre des fous rires, les gens me regardaient bizarrement. Tout ça. Donc, bon, j'ai un truc pour l'humour anglais. Par exemple, les Monty Python, ça me fait mourir de rire aussi, etc. Donc vraiment, s'il ne peut y avoir qu'un livre, c'est celui-là. Aline, est-ce que tu as un livre qui te vient à l'esprit comme ça? Pour un moment un peu solennel et triste comme ça, il faut un petit livre facile et rapide à lire, un peu rigolo. Donc, Quel petit vélo à guidon chromé au fond de la cour, de Queneau, qui est un super livre, hyper drôle. C'est un livre de Loulipo en fait, donc c'est super bien. Moi je relirais, je pense, le guide pour construire sa fusée et s'échapper. Forcément. Terraforming Mars. Le livre. Terraforming Mars pour un peu de leçons. On a un super livre que je devrais recommander avec Final Girls, que je recommande, j'aurais dû vous l'apporter, qui est Comment survivre à un film d'horreur. Ah. Et c'est vraiment, vraiment chouette. Un dernier manga, on les a mis à part. Ah. Tu as le droit de partir en BD si tu préfères, parce qu'on n'a pas de rubrique oui, BD. mais si je pars en BD, moi, ça fait un peu bizarre, quoi. Ouais, ok. Bon, reste sur le manga. Ghost in the Shell. Ghost in the Shell. Après, c'est un peu compliqué pour le dernier, mais... Ouais. Ça serait Ghost in the Shell ou Akira, quoi. Donc, oui. Akira qui est le... Alors, c'est un manga qui est très européen, hein, Akira dans sa forme. Ouais. Et... Enfin, oui. Enfin, surtout dans la première version qu'on a eue en Europe. Non, mais il est très inspiré de Moebius et de la vague Metal Hurlant, ça, oui, c'est tout à fait. Mais passionnant, moi j'ai adoré Akira quand j'ai découvert, ça a été parce que en fait c'est surtout le premier qui a été importé en France, l'un des premiers en tout cas. C'est un des tout premiers parce qu'il a été fait au Japon, ils l'ont colorisé, et c'est revenu en France, excusez-moi, il est fait aux États-Unis, ils l'ont colorisé, ils l'ont fait au format comics en fascicule, et c'est cette version-là qui est venue en France en premier lieu, parce que le manga, noir et blanc, tout ça, donc c'est vraiment ça, puis après, évidemment ça a été réédité en noir et blanc, etc., mais c'est un milestone. Après, il y a plein de classiques, etc., mais le truc qui en met plein la vue, et voilà. Ghost in the Shell, moi je me rappelle, c'est un des premiers qui a été traduit après Akira, d'accord, et en fait c'est super dur de traduire Ghost in the Shell, parce que Masamune Shirow, il invente des kanji, tu vois, donc vous voyez comment c'est le japonais, quoi, c'est des symboles, donc il l'invente, donc tu sais pas comment les prononcer, et en fait il compose, parce que c'est du vocabulaire technologique de cyberpunk, donc il compose des nouvelles paroles. Donc j'ai des traducteurs avec qui je parlais de Ghost in the Shell, ils s'arrachaient les cheveux de comment il allait traduire, etc. Moi je pense que je prendrais Quartier lointain peut-être. Ah, j'allais répondre de ça. Taniguchi. Ah bah trop tard, tu peux pas répondre ça. Le gourmet solitaire. C'est moins fort que Quartier lointain quand même. Ah oui, mais tu viens de le là, prendre. Si t'es occupé à le lire, je suis bien obligé d'en prendre Le gourmet solitaire avant la fin du monde, c'est rigolo. Hein, ouais, c'est rigolo. Non, mais il faut faire un peu votre culture manga là. Surtout qu'on cite le même auteur du coup. Manque d'inspiration. Mais oui, il faut qu'on refasse un peu de notre culture manga. J'ai peu de références des diverses années. Tu vois, c'est pas fun en dernière lecture. Non, c'est vrai. Mais Death Note Death Note, je l'ai lu. J'ai déjà lu. Je suis au point. Bah, remarque l'autre aussi. Ouais. Si, Death Note, je l'ai lu, bien sûr. Et ben c'était la dernière question de ce format canapé. Le dernier manga, la dernière question, le dernier bar avant la fin du monde, le dernier canapé. Donc on va terminer simplement en regardant les futurs jeux que tu nous as ramenés. Who's Next? Donc celui-ci, c'est un jeu de Romain Guézari et Randall Random, très joli nom, sur lequel je vois qu'il y a une batterie dessus. C'est un jeu de... C'est un party game. D'accord.
qui en général fait l'unanimité, où en gros, alors je te la fais courte, vous avez des cartes qui vont de 1 à nombre de joueurs moins 1. Ouais. D'accord. Donc par exemple, j'en pose une, donc je dis triple woot, et c'est le 3e joueur après moi qui doit poser une carte. Par contre, je le dis pas. Donc lui, il peut poser un woot, tu vois, etc. Et en fait, il faut suivre quand on doit poser une carte. Et après, quand j'inverse la carte, je fais un woochie, j'inverse le sens de jeu. Donc évidemment, on perd quand soit on pose une carte alors qu'on ne devait pas, ce qui arrive souvent, soit personne pose une carte et tout le monde se regarde et on compte, etc. Après, il y a des niveaux de difficulté, etc. Mais c'est un party game, voilà, faut jouer en fait. Petit jeu d'ambiance. Ça a l'air un peu théorique, mais je vous assure que quand les gens sont autour de la table, c'est plus théorique du tout. Donc on a celui-ci de Nicolas Thirier, Ouija, chaque lettre est capitale, on en a parlé, on l'a évoqué un petit peu dans l'émission. Donc ça c'est... Wiznet, c'est pour quand? Wiznet, c'est fin d'année. Ouija, il sort dans pas trop longtemps, là. Je crois. Ouais. Je crois qu'on va te faire jouer à celui-ci. Là, il est en haut de la pile. Ça se joue à 3, ça marche? Oui, tout à fait. Ouais. On est... Bah voilà, vous savez ce qu'on va faire après ce canapé. On est évidemment partant. Il y a des lettres, il y a des cartes avec des lettres. Ouais. Les voyelles, c'est pas des voyelles, c'est n'importe quelle voyelle. Et en gros, on pose les cartes les unes après les autres, donc chacun son tour, mais quand on pose une carte, il faut absolument avoir une idée du mot qu'on a formé. Parce que soit je mets une lettre et je bluffe, j'ai pas de mot, et là quelqu'un peut dire t'as bluffé, et voilà. Soit j'ai un mot, et dans ce cas-là, je gagne. Et les lettres sont les unes au-dessus des autres, donc tu peux pas te former le mot. Ah oui. Et les voyelles sont des voyelles random, donc c'est pas facile parce que tu sais pas si c'est A, E, I ou U, donc... Voilà. Ouais, je vois. Bah, ok. Et d'autres jeux qui vont arriver prochainement dans nos boutiques? Il y a d'autres jeux, il y a Let's Go to Japan, oui. Un jeu de AEG où on prépare son voyage au Japon. On a déjà parlé sur la chaîne. C'est un jeu pour nous, hein, évidemment, on prépare son voyage au Japon. Ouais. Il y a Medium, il est déjà sorti. Medium est déjà sorti. Je pense que c'est l'un des jeux les plus beaux qu'on ait fait. Qui est là derrière. Ouais. Alors celui-ci, voilà, il y a très peu de temps, mais je l'avais pas vu. Il n'est pas sorti en fait, le Naruto Shippuden là. Il n'est pas encore sorti, mais il arrive bientôt. Sacrifice, je crois qu'il vient de sortir. Donc Sacrifice 666, ce nouveau jeu de l'auteur et du dessinateur de Lâche pas la savonnette. Ah oui. Le jeu qui glisse tout seul. Ça c'est votre. Alors c'est un jeu fascinant, vous allez adorer. Vous jouez un culte et il faut sacrifier des gens sur son autel pour avoir des effets et réussir à avoir 6 points sur son autel pour faire un rituel démonique. Et avoir une carte 6, et quand on a 3 cartes 6, on a gagné. C'est extrêmement stratégique. C'est un jeu, il faut planifier 18 tours à l'avance. Non, c'est très rigolo. Plus c'est Necronomicon, plus c'est bon. C'est le sous-titre du jeu. Voilà. Quand on a compris l'esprit. Plus c'est Necronomicon, plus c'est bon. Voilà. Et il y a des cultes. Bon, si vous avez joué à Lâche pas la savonnette, c'est la même idée, mais avec des cultes démoniques. Ça glisse moins. Voilà, choisissez votre thème. Voilà pour les jeux qui vont voilà. Medium, j'ai encore eu l'occasion de les jouer, j'avais pas vu la boîte encore. Là, c'est la première fois que je la vois. Et c'est effectivement. Medium, pareil, c'est un jeu qui est très original dans son concept. C'est super beau déjà. Il est très très beau. Et bon, l'idée c'est qu'il faut faire des prophéties. C'est les grandes devineresses, donc la Pythie romaine, la druidesse, etc. Et il faut faire des prophéties. Et l'idée c'est que vous avez une galaxie de cartes. Et ces cartes ont 3 informations, un astre, une couleur et un numéro. Moi je dois faire une prophétie cachée qui concerne par exemple la prophétie des os et la couleur bleue. Donc je vais avoir 5 cartes bleues. Mais le twist c'est que je vais pouvoir soit avoir des cartes bleues et faire ma prophétie, mais si quelqu'un devine quelle prophétie j'ai, il peut me faire perdre la prophétie. Et comment il devine? Les cartes, il y a 3 informations d'un côté, mais il y a une information au dos. Donc tout le monde voit une information sur mes cartes, et en plus pour avoir mes cartes je vais échanger avec la galaxie qui est au centre de la table, mais chaque fois que j'échange, je donne des informations supplémentaires aux joueurs. Et évidemment, si j'ai 3 cartes, je marque un point, 4, 2, 5. Donc j'ai tendance à toujours vouloir avoir plus de cartes de ma prophétie, mais au risque de me faire prendre. Et ça demande un peu de concentration, mais c'est très beau et ça marche très bien. Et c'est assez original. Le jeu est là, donc j'ai bien envie d'y jouer également.
Voilà, pour les On jeux, doit pouvoir quelques-uns. s'arranger. On va négocier un petit peu parce que j'ai On va négocier. bien envie de me mettre à la table, pas que pour manger, on va continuer à manger parce que c'est chouette, mais on va jouer. On va jouer également. Bah, c'est une tradition Ok, au je fais la chalet. cuisine. Vous avez vu, j'ai bien fait mon pitch, maintenant ils veulent jouer à tout. Ah, tout peut-être pas, mais il y en a quelques-uns quand même qui m'attirent bien dans la liste des jeux qu'on vous a présentés. Bon, alors je vous propose une partie rapide de Hégémonie Ouais. pour la route. Ah, je l'ai pas celui-là. Dommage, puis je l'ai pas pris parce que rien que le poids. Oui. Puis il n'y en a plus, il est épuisé. Donc, C'est un peu compliqué, mais il a bien marché aussi celui-ci. Ouais, on en a mais beaucoup on- entendu ouais, parler. ok. Il était aussi dans les tops des jeux à la fin de l'année dernière, dans les Ah bah, classements. il a raflé une tonne de prix, quoi. Ouais. Il a des prix de partout, etc. Je pense que c'est le jeu, on va dire le gros jeu le gros jeu de l'année dernière, en fait. Je n'ai pas vu d'autres qui ait pris autant de prix, mais qui ait pris autant de bons buzz de partout, quoi. Par contre, il faut avoir du temps pour y jouer. Vu que c'est un asymétrique, il y a 4 classes sociales. Ouais. Donc en gros, ce que les gens disent, c'est bon, bah voilà, je l'ai joué une fois, donc maintenant j'ai compris comment on joue avec cette classe sociale. Ouais, faut Donc, je vais jouer une ouais, deuxième avec la même, puis après il faut que je fasse la même chose pour toutes les autres. pour les Donc, 4 autres. Ouais. ça fait déjà 8 parties de un certain nombre d'heures, donc voilà. Faut être motivé, hein. Mais bon, je suis sûr qu'il y a plein de gens motivés qui regardent cette émission. Il y a eu plein d'activités, c'est vrai qu'on les a évoquées forcément de manière beaucoup trop courte à chaque fois, parce que sur chacune d'entre elles, on aurait pu écrire un livre. Ouais, faut pas exagérer. Donc, Si, quand même. Allez, si. Dis-le. Ah non. Non. Et je dis pas. où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Est-ce que tu seras toujours sur Don't Panic Games? Est-ce que c'est possible que tu sois complètement dans autre chose? Non, alors je sais pas où je serai, mais c'est sûr que je serai encore sur Don't Panic Games. En vrai, le livre, le jeu, c'est mon ADN, quoi. Ouais. Donc je vais pas là. Alors, en fait, j'ai fait de l'animation japonaise, d'accord? Pourquoi j'ai fait de l'animation japonaise? Bah, parce que je suis arrivé, il n'y avait rien, et qu'il fallait faire, et donc j'ai avancé là-dessus. Et les gens, il y a des gens qui pensent, bah, ils me connaissent pas, c'est normal que en fait, je suis un fan de manga et d'animation japonaise, oui, mais comme bah, vous l'avez entendu, de plein d'autres choses en fait. Et en vrai, quand je suis parti de Kazé, pour plein de raisons, enfin, j'ai vendu la société à des japonais, etc. Donc je me suis dit, bah, j'ai fait mon travail, maintenant l'animation japonaise est là, elle va rester, je vais pas avoir besoin. Voilà. Et ben j'ai fait des choses que j'avais envie de faire, mais que j'avais pas le temps de faire auparavant, comme du jeu, comme du livre, donc je me vois pas arrêter. Tu vois. Peut-être qu'il y aura autre chose qui me passionnera et qui prendra une partie de mon temps, mais je vais pas arrêter. Là, mon vrai. Je suis en train d'arriver à faire des jeux de rôle avec des propriétés que j'aime, etc. Vous allez dire, je change pas beaucoup, mais je rappelle que j'ai joué au jeu de rôle depuis que j'ai 11 ans, donc Ouais. pour moi c'est super, quoi. Tu vois, c'est vraiment, et j'ai l'impression de partager un truc qui m'a fait rêver, me fait encore rêver, mais qui m'a fait rêver, de permettre aux gens de partir là-dedans. Donc il y a quelque chose de fondamental dans ce qu'on fait, de partager les choses en fait, une envie de partager, une envie d'amener, une envie de voilà, et bon, je pense que j'aurais jusqu'à ce que je sois en train de lire le guide de l'autostoppeur galactique tout en regardant Galaxy Quest, tout en jouant à Fantasy Realms dans mon bunker anti-zombie alors que le monde est en train de s'effondrer. Ouais, voilà. Voilà le programme. J'espère que ça sera pas dans 5 ans. Soit je serai là. Si on te libère du chalet, parce qu'on sait que peut-être tu es retenu contre ta volonté dans ce chalet. On arrive. Au secours, envoyez un message. Envoyez une rançon. On arrive à la fin de cette émission. Envoyez un message, s'il vous plaît, à mes proches. Merci Cédric d'être venu, merci de nous avoir présenté Don't Panic Game. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et de nous indiquer vos coups de cœur, les jeux qui vous ont marqué, les livres peut-être, ou les mangas qui vous ont marqué, parce qu'on ne manque pas de sujets à aborder dans ces commentaires, on les lira avec beaucoup d'intérêt. Merci à toi Cédric. Merci infiniment de m'avoir invité dans ce lieu paradisiaque. C'était un vrai plaisir. Avec pour nous. une cuisine délicieuse, et maintenant je vais m'atteler à jouer un par un à tous les jeux avant de partir. Voilà, c'est le programme. On vous donne rendez-vous très bientôt Merci pour de à nouvelles tous. vidéos sur la chaîne. À bientôt. Au revoir.